Siroton le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex pour le podcast Siroton le houblon. On se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des IPA. Il y a plein de choses à dire sur l'IPA, son histoire, son renouveau, qu'est-ce que c'est qu'une IPA et surtout à notre époque avec les nombreuses déclinaisons qui existent. Pour parler de ce sujet, je suis bien accompagné de deux experts. Premièrement, j'ai Maxime Discobiri, expert en consommation d'IPA. Salut tout le monde. Et ensuite, on est avec Pierrot, fondateur de la brasserie Piggy Brewing Company, qui lui est plutôt expert du coup en conception d'IPA, donc peut-être en consommation aussi, je ne sais pas. Salut les gros. Ouais, en effet, je m'y connais un petit peu en fabrication et peut-être un peu trop en consommation aussi. Avant de débuter et de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même dérouler mon petit laïus qui va vous inviter à vous abonner au podcast si vous l'écoutez et que vous l'aimez. Donc, le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer et j'en passe. Depuis peu, on est disponible aussi sur une nouvelle plateforme de podcast, une application qui s'appelle Tumult et qui a pour avantage et comme innovation de pouvoir en fait permettre d'interagir avec le podcast pendant qu'on l'écoute, un peu à la manière d'un YouTube, on peut laisser des commentaires. On va laisser des avis et réagir au podcast au fur et à mesure de l'écoute. Si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mais vous pouvez aussi nous laisser un bon petit commentaire et une bonne note. Et si jamais vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez nous soutenir avec un petit don sur Tipeee. D'ailleurs, j'en profite pour remercier quelques-uns des tipeurs récents, notamment Gaëtan, Valentin, Vincent, Germain et Axel. Voilà, maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et avant de dérouler moi tout ce que j'ai pris comme note, je voulais te demander, Pierrot, selon toi, qu'est-ce que c'est qu'une IPA ? Quelle est ta définition de l'IPA à toi ? C'est un peu à la fois très simple et très complexe. Comme on en a parlé, l'IPA est historique au niveau du style et puis elle a vachement évolué dans le temps. Donc maintenant, l'IPA, ça n'a plus rien à voir et on est même aux antipodes. Donc, en tout cas, ça a toujours été axé sur le houblon, c'est sûr. Oui, c'est vrai que l'IPA, ça reste un style qui fait part belle au houblon dès le début. Si on reprend un peu le... Et pas pour les mêmes raisons, quoi. Ah, c'est ça. Si on reprend la définition du style, on va dire initial, donc l'IPA pour India Pale Ale, c'est une bière donc, qui est née en Angleterre au cours du XVIIIe siècle, vraisemblablement, même si son histoire elle est encore un petit peu floue, qui a connu un vrai regain d'intérêt dans les années 80. Avec le regain, on va dire, de popularité de la bière artisanale aux États-Unis. À l'origine, c'est plutôt un style qui est défini comme une bière à la base avec une couleur plutôt ambrée, entre blond et ambré, assez forte pour l'époque, plutôt dans les 7%, et fortement amère, due à l'utilisation importante de houblon. Houblon qui apportait une amertume à l'époque et plus vraiment maintenant. Et tout à fait. Et quand je dis qu'on est aux antipodes, c'est qu'à l'époque, c'était une bière qui était faite pour durer dans le temps, pour traverser le voyage de l'Angleterre jusqu'en Inde. Et maintenant, on a des bières qui sont ultra fragiles et qui sont faites pour être bues sur la fraîcheur. Et en aucun cas, on va chercher à la conserver. Donc, on est passé d'un côté où le houblon était conservateur à un côté où on utilise ce houblon qui lui-même a d'ailleurs vachement évolué. Hein. Les houblonniers, ils ont travaillé des variétés qui étaient des variétés pour les principaux nord-américains, australiens, néo-zélandais, qui proposent des houblons très très aromatiques, des houblons qui envoient du fruité. Et on va chercher ce fruité. C'est vachement différent d'avant, quoi. C'est le fruité, la fraîcheur et plus le conservation, quoi. Ouais. D'ailleurs, Max, je pense que si on devait te demander une définition de l'IPA, tu serais plus dans la définition moderne. Bah oui et non, parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier aussi d'où ça vient. Donc le côté vraiment la English IPA vachement amer, ambré comme tu disais, pas plus de 7,5%, je dirais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on en a une définition plus large. Donc, pour moi, j'ai envie de dire c'est une ale avec une dose de houblon plus importante, quoi. C'est une définition qui est assez large au final. Il y a une autre donnée qui est aussi assez caractéristique de l'IPA moderne et même très moderne,
c'est l'opacité de la robe. On est sur des bières avec une turbidité extrêmement élevée qui sont la plupart du temps, en tout cas appréciées quand elles sont opaques, alors que à la base une IPA c'est quand même plutôt limpide. Ah, c'est sûr que là, on est carrément là, donc quand on parle de turbidité, on est sur l'IPA moderne, donc la New England, qui sévit depuis quelques années partout sur le globe maintenant. Mais il faut quand même distinguer la New England des autres IPA parce qu'en fait, elles existent en même temps. C'est un peu comme les espèces animales, il y a deux qui cohabitent en même temps. En ce moment, on a toujours des IPA très clean, très limpide avec des New England, donc c'est vraiment deux styles différents. Mais la New England IPA, la plus moderne, la dernière sortie, c'est vraiment le truc poussé à son paroxysme, quoi. C'est vrai qu'on reviendra dessus un petit peu plus tard, mais en soi, ce qui à la base était un style, l'IPA, est devenu une vraie famille de styles avec des déclinaisons qui se comptent sur les doigts de beaucoup de mains. C'est clair. Tout à fait. Alors, avant de continuer, moi je vais juste me servir un verre, parce que faut quand même hydrater la bouche pendant qu'on parle. C'est vrai. Et on parle d'IPA, on est avec Pierrot, donc je vais m'ouvrir une Naipa de chez Piggy. Cool. Et c'est laquelle ? Je fais un petit peu dans le corporate, alors j'ai pris la Belle Time. Ah, ok, ouais, bah oui. C'est logique. C'est logique, on va dire que j'y avais accès facilement et à moindre coût. Très très fort celui-là, très fort. Comme moi en fait, j'ai accès facilement à moindre coût. Et tu bois du whisky. La merde, parfois. Du coup, toi, t'es sur du whisky. Et Max, tu t'es servi quelque chose ? Bah du coup, je suis un peu entre les deux. Bah du coup, je suis sur une Black IPA. Pour justement, je m'étais dit que c'était l'occasion de prendre un style IPA que je consomme un peu moins. Cool. Et donc, je suis pas super fan en vrai. Donc, mais ça va être un test. Ça va être un test pendant ce podcast. J'ai pris une Bendorf Rêve d'étoiles. Super, les copains chez Bendorf, bonjour les gars. Et en tout cas, c'est une belle bière qui a une belle réputation. J'en ai pas bu depuis longtemps, mais c'est cool. Et c'est marrant parce que les Black IPA, c'est vrai que ça court pas les rues en ce moment, mais à l'échelle, je pense, mondiale, il y a peu de gens qui brassent des Black IPA. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, quand j'ai découvert l'IPA et plein d'autres styles, j'ai trouvé que la Black IPA était un des styles de bière les plus intéressants. Parce qu'il allait, à l'instar des whiskies vieillis en sherry cask, des whiskies surtout tourbés, il y a cette dualité entre le fruité et le torréfié. Et ça peut donner des choses très complexes et au-dessus de plein d'autres bières, quoi, à mon sens. Là où elle est très dure je pense, à produire et aussi à bien faire, surtout, c'est qu'il faut trouver un bon équilibre entre ces notes torréfiées qui viennent des maltes et le houblon. Souvent, il y en a un qui vient prendre le pas sur l'autre et on a rarement je trouve une Black IPA. C'est dur à trouver une bonne IPA, une bonne Black IPA bien faite et bien équilibrée entre les deux ingrédients. Exactement. C'est un des styles les plus durs à brasser, à mon sens. Moi, j'avais en tête toujours une bière qui m'a marqué de chez Stone, la Sublimely, qui était leur Black IPA, qu'ils ont arrêté de produire. Là, ils l'ont reproduit, je crois, mais vraiment en éphémère. Longtemps, on a essayé d'embrasser des bonnes. On a eu beaucoup de mal. Dernièrement, on a brassé la Claire Obscure, qui pour moi était une super bière, mais qui n'était pas encore la Black IPA que j'aurais voulu, parce que en fait, elle était vraiment bluffante. On sentait pas du tout le torréfié et du coup même pas assez. Donc je pense que si on arrivait à brasser une Claire Obscure avec un tout petit peu de torréfié, on toucherait au divin quasiment. Ouais. Donc on va persévérer dans ce style parce qu'en fait, moi j'aime bien ce qui est un peu difficile. Brasser des trucs faciles, c'est chiant. Se vautrer la gueule, ça fait chier, mais c'est intéressant parce qu'on avance, quoi. Ouais, c'est pas un style qui est très très à la mode, même si j'ai l'impression que il y a peut-être cette année ou l'année dernière, il y a eu une espèce de tentative de renouveau, surtout chez les brasseries britanniques. Et en l'espace de quelques mois, on en a vu apparaître chez un peu tous les gros du houblon britannique, des verdantes et ainsi de suite. Donc je sais pas si vous avez remarqué la même chose, mais moi j'ai l'impression que chez tous mes cavistes, en 3 mois de temps, on avait des Black IPA qui apparaissaient un peu de partout. Mais celle qu'on avait bu chez toi, la verdante, c'était une Black IPA, non ? Je ne m'en souviens plus. C'était peut-être East India Porter, un nom un peu bâtard. C'était ça dans l'idée. Ouais. C'est vrai qu'il y a...
le switch entre Black IPA et Stout houblonné. Et la transition, elle est pas toujours évidente et l'interprétation est propre à chacun. Pour moi, la Black IPA, c'est vraiment l'IPA qui a une couleur noire et qui forcément a une petite teinte torréfiée au niveau aromatique. Mais vraiment, c'est plus proche de l'IPA à mon sens que de la Stout. Bah c'est exactement ce que je ressens là. Là, c'est la première gorgée et c'est ça que je ressens. J'ai d'abord un côté assez sur le fruit, bien aromatique, et il y a une légère touche un peu café qui vient se glisser après, avec une amertume globale qui vient en fin de bouche. Et à regoûter. Pas mal. Pour moi, la IPA, c'est vraiment tu la bois à l'aveugle, tu peux pas dire que c'est une bière noire, quoi. C'est vrai que c'est un style très trompe-l'œil. Ça. Ouais. Et là, j'ai les yeux ouverts, du coup, ça marche pas. Mais j'ai des potes qui sont beaucoup plus partants pour le stout qui est houblonné, quoi. Ouais, bah après, j'en ai la ligne est pas fine. Si longtemps que ça, mais à la ligne est fine. Après, ça dépend comment c'est fait, parce que t'as des stouts où tu ressens quand même beaucoup le caractère de la bière noire, torréfiée, avec ces arômes un peu café, caramel et compagnie. Et derrière, tu viens de prendre une espèce de vague d'amertume, mais on joue moins, je trouve, sur l'aromatique du houblon. Ou alors c'est moi qui ai pas eu les bonnes expériences, peut-être. Mais... Ou alors il était pas dry hop, je sais pas. Ouais, parce qu'il y a aussi des gens qui aiment l'IPA dans sa version amère, d'autres qui préfèrent le fruité. Il y a toutes les écoles, quoi. Pour en revenir à l'IPA, on va parler un petit peu de l'histoire du style. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Pierrot. En fait, l'IPA, elle a été vraisemblablement, en tout cas, elle est née d'un besoin qui est qu'au Royaume-Uni, au XVIIIe siècle, on devait envoyer des bières en Inde pour les colons. Parce qu'ils avaient soif. Ils avaient très soif et ils voulaient de leur bonne bière britannique. Mais une bière qui voyage 4 mois en bateau, elle se dégrade. Alors, elle se dégrade oui et non, mais en tout cas, une pale ale, elle se dégrade. Et c'est déjà une époque où on savait que le houblon était une plante qui venait apporter à la bière ce côté... ce qui venait un peu préserver la bière sur les longues durées. La rendre... alors je sais jamais, c'est un antiseptique, non? Ouais, je sais jamais ce qu'on dit. Il y a un côté, je crois, si je dis pas de bêtises, antiseptique et conservateur dans le houblon. Hein. Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Donc, au final, l'appellation IPA, elle est venue un peu plus tard. On faisait des bières qu'on houblonnait pour les faire voyager et qu'elles tiennent mieux. C'est surtout né via les pale ale, parce qu'à cette époque-là, le style majoritaire, qui était bu en Angleterre, ça restait quand même le porter. Le porter pouvait, lui, plutôt bien tenir le voyage. Il y a eu d'ailleurs des écrits qui ont été retrouvés d'un journal de bord, entre autres, qui a été écrit par une personne s'appelant Joseph Bank, qui, après 12 mois de navire, écrivait que le porteur qu'il avait dans ses cales était encore excellemment bon. Sur une pale ale, c'était un peu plus différent, et la pale ale, donc c'était un peu le deuxième style qui était consommé au Royaume-Uni et qui était un peu émergent à cette époque-là. C'est une époque où on commençait à réussir à faire des maltes sans trop les torréfier, justement. Donc c'est de là qu'on a réussi à faire voyager ces bières en les houblonnant un peu plus. L'appellation India Pale Ale, on l'attribue souvent à une personne du nom de Hodgson, mais vraisemblablement, c'est une histoire qui est encore un peu floue, on n'a pas vraiment de traces en attestant parfaitement de manière certaine, mais en gros l'IPA serait quand même arrivée un peu avant cette période-là, donc elle serait arrivée, si je retrouve dans mes notes, le concept de la bière houblonnée pour le voyage, ça serait arrivé dans les années 1760. Par contre, la première trace connue de l'IPA avec une appellation type IPA, ça serait plus dans les années 1800. Alors, dans 1817, on a retrouvé des traces qui parlaient d'une description d'une bière pale ale brassée exclusivement, enfin spécifiquement en tout cas, pour les climats de l'Est et de l'Ouest de l'Inde. Et c'est en 1835 qu'on a la première appellation retrouvée, en tout cas type IPA, qui était décrite comme une pale ale pour le marché indien. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est un style qui est né au 18e, 19e siècle et qui au final est rapidement tombé en désuétude
dans le XXe siècle. C'est un style dont on n'a plus vraiment entendu parler jusqu'à ce qu'il soit remis au goût du jour. De toute manière, au XXIe siècle, il y a un peu tous les styles qui sont fait écraser par l'industrie de la bière, qui a ravagé et qui a fait fermer beaucoup de microbrasseries. Et après, donc, comme tu disais en introduction, c'est reparti dans les années 80 avec les États-Unis. L'industrialisation, en fait, elle a surtout amené une bière quasiment unique chez toutes les quelques brasseries qui produisaient de la bière, avec l'arrivée, on va dire, de techniques qui permettaient de brasser, déjà de mieux contrôler sa température. On est passé plus sur des styles de type lager que sur des ale. On est arrivé sur des bières avec une pasteurisation et ainsi de suite. Au final, toutes les bières qui ont survécu à cette révolution industrielle, une grande majorité, sont des bières type lager industriel, comme on peut encore en trouver maintenant. On a lissé le produit et on parle des lagers pour une chose aussi, c'est que aromatiquement, c'est une bière qui peut être riche, mais c'est aussi une bière qui peut être très pauvre et très très peu goûtue et donc très facile à boire. Donc ça convient parfaitement aux gens qui boivent sous les latitudes où il fait une chaleur à crever, et aussi pour les gens qui s'en foutent de ce qu'ils boivent et ils boiraient ça comme de l'eau, quoi. Donc il n'y a pas de recherche du goût dans la pils industrielle, même si au début du 20e, à mon avis, elle était bien plus agréable que maintenant. Mais c'est vrai, c'est tout ça, c'est un mélange de tout ça, et puis un coup de revient super bas qui a simplement écrasé la concurrence des bières artisanales. Oui, et donc ça, c'est un peu ce qui a, au final, permis aux bières artisanales de renaître, mine de rien, puisque c'est, on va dire, dans les années, je pense, 70-80 aux États-Unis, qu'il y a une espèce de ras-le-bol de la bière insipide, qui fait que la bière brassée en amateur à l'époque est redevenue sur le devant de la scène. Alors d'ailleurs, j'ai récupéré moi le dernier Beer Magazine, je crois que c'est le dernier, le numéro 112, dans lequel il y a un article à ce sujet-là qui est très très intéressant sur la renaissance de l'IPA et qui trace vraiment toutes les origines de cette renaissance, pourquoi, comment, et notamment donc voilà cette histoire de ras-le-bol des bières toutes similaires et sans goût, et du fait que en recherche de refaire des bières qui avaient du goût, les brasseurs amateurs qui ont été les premiers en fait au final à revenir sur le devant de la scène avant de monter des brasseries artisanales partaient notamment en Angleterre et dans différents pays à la recherche de styles historiques à faire revivre et ou de créer ou à réadapter, et c'est ce qui s'est passé avec l'IPA. Ouais, de toute façon, comme tout dans la vie est cyclique, il y a eu donc cet effet, comme tu dis, ça a été écrasé, et un jour les gens, comme pour la bouffe, ils ont eu envie de consommer des trucs de qualité, des trucs différents, des choses qui avaient du goût, et puis voilà, comme tu dis, ça passe par l'amateurisme au départ, des gars qui s'amusent, qui s'essayent, et puis ils redécouvrent la vraie saveur de ce que peut être une bière, quoi. Ouais. Et au final, aux États-Unis, même si l'IPA est revenue à la vie de cette manière, elle avait quand même déjà bien changé, parce qu'il s'était passé un siècle entre sa quasi-disparition au Royaume-Uni et sa réapparition aux États-Unis. Et surtout, on n'était pas avec les mêmes produits, on n'a pas le même terroir et les mêmes houblons qui poussent au Royaume-Uni en 1800 qu'aux États-Unis en 1980. Exactement. Et alors les houblons en plus, bon ça c'est encore un sujet extrêmement vaste et différent, mais les houblons américains, même déjà à cette époque-là, étaient quand même très très différents des houblons anglais. Des houblons anglais qui, comme la plupart des houblons européens, ont peut-être plus tendance à tirer sur des notes, on va dire plus herbacées, terreuses, peut-être un peu plus épicées. Les houblons américains étaient tout de suite plus fruités sur des agrumes, alors toujours aussi des notes un peu résineuses, mais je pense que dans les premiers houblons qui ont dû être utilisés avec le renouveau de l'IPA, on devait déjà avoir du cascade, si je dis pas de bêtises, à cette époque-là. Ouais, c'est parmi les premiers, hein. Après, oui, la palette aromatique des houblons européens est beaucoup plus sobre que les confrères houblonniers nord-américains, australiens, néo-zélandais, comme on l'a dit. Et alors, c'est dû au terroir, au climat, aux variétés sélectionnées, au croisement. Bon, alors après, ces dernières années, on parle vraiment des houblons très, très, très exotiques, très fruités, très sexy.
C'est encore autre chose. Je pense que les Américains développent beaucoup dans ce sens parce que c'est ce qui est demandé par le grand public. Mais oui, les houblons belges, allemands, tchèques, anglais sont beaucoup plus purs entre guillemets, plus simples. C'est qu'ils étaient pas non plus destinés à brasser des gros jus fruités à la base aussi, quoi. C'est en rapport aussi avec les styles qui sont faits là-bas, qui sont justement un peu plus simples en termes d'aromatiques fruitées. Voilà. Après, on peut avoir le débat de qui vient en premier, de la poule ou de l'œuf. C'est est-ce que on n'avait pas ces styles-là parce qu'on n'avait pas les houblons, ou est-ce qu'on n'a pas cherché à développer les houblons parce qu'on voulait pas faire ces styles? Je pense qu'il y a un peu des deux. C'était pas une époque où on cherchait peut-être à faire des bières fruitées. Non, bien sûr, ça c'est vraiment une envie moderne, mais au final c'est pas très grave de savoir qui est le premier de l'un ou de l'autre, mais le fait est que par contre il y a principalement que les Nord-Américains et les gens en Australie et en Nouvelle-Zélande qui ont vraiment développé ça, quoi. Alors je sais pas pourquoi par exemple les Français n'ont pas développé autant de houblons fruités. Peut-être que c'est le terroir, le climat, ou peut-être que c'est l'envie, peut-être que c'est la connaissance. Les traditions, les traditions des styles brassés. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai une petite théorie, enfin, du moins une partie de théorie, c'est que on est en retard par rapport aux États-Unis sur cette révolution brassicole. Autant rattraper le retard sur brasser les styles à la mode, maîtriser les IPA, les NEIPA et compagnie. On a su rattraper notre retard très rapidement. Autant développer un houblon qui répond aux critères demandés pour ces bières-là, ça passe par des années et des années de recherche, de développement, avant de pouvoir avoir un houblon qui va répondre à ces critères-là et de pouvoir le remettre en culture. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le retard qu'on a pu avoir et qu'on a toujours en brassage, il est en brassage, mais il est aussi sur les matières premières et les houblonniers français qui s'y mettent dur et qu'on peut féliciter. N'ont certainement pas encore l'expérience des houblonniers nord-américains et pas que sur la production, aussi sur le conditionnement, sur plein de choses. Les malteurs français de même, qui sont loin d'être au niveau des malteurs anglais, à mon sens. Donc tout ça, c'est question d'expérience, de connaissances, et ça va venir. Il y a beaucoup de volonté en France sur les différents niveaux. Il y a beaucoup de micro-malteries qui se montent, et j'espère vivement qu'on va s'améliorer. Il y a beaucoup de gens qui le veulent, mais c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on est un peu à la bourre comme on l'est sur le brassage. Je vais juste peut-être digresser un petit peu, mais le fait que tu parles de ça m'apporte une question. C'est chez Piggy, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez vraiment en compte quand vous travaillez vos bières, le fait d'aller chercher des maltes anglais plutôt que des maltes français, parce que ça répond plus aux critères des bières que vous produisez? Parce que pour le houblon, on en parle énormément, mais c'est vrai que les maltes... Nous, alors on est issus de la dégustation et on est venu au brassage après coup. D'accord. Donc en fait, on a une connaissance produit fini assez poussée. Y a pas de honte à le dire. Je suis meilleur dégustateur que brasseur. Et du coup, on a démarré le brassage dans cette optique d'obtenir des grandes bières, des bières comme on avait pu goûter, des trucs haut niveau. C'est sans prétention, c'est juste parce que c'est ce qui nous fait kiffer et que on n'aurait pas envie de brasser autre chose. Alors dans cette optique-là, ça a été sélectionner les meilleures matières. Que ce soit des maltes, des houblons, des levures, et il fallait le top parce qu'il y a qu'avec le top, en tout cas, il y a plus de chances qu'avec le top en face du bon, quoi. Donc ça a été sélection vraiment sur la qualité et pas forcément sur la provenance, parce que moi j'aimerais bien avoir un malt qui déchire autant que celui que j'utilise, mais qui vient de France. Et pour l'instant, j'en connais pas parce qu'on travaille avec le malt anglais de chez Simpson et qui nous satisfait énormément en termes de process brassage et de rendu aromatique. Donc c'est ce qu'on a préféré jusqu'à maintenant, donc on bosse avec eux. Les houblons, c'est pareil, c'est aussi en fonction des styles qu'on brasse. On brasse des styles très modernes, des IPA très sexy, donc il y a rien qui bat les houblons nord-américains et autres. Et les levures, c'est pareil, il y a beaucoup de fournisseurs, il y a beaucoup de gens qui travaillent en France avec Fermentis en levure sèche, qui est tout à fait honorable. Mais nous, on s'est senti bridés dans l'apport aromatique lié à cette levure de chez Fermentis. Alors,
je les cite, j'aurais pu citer n'importe qui d'autre. Mais on a cherché des autres levures qui convenaient mieux à nos profils aromatiques et qui a permis d'enrichir nos bières. Et du coup, on s'est mis à travailler avec d'autres fabricants de levures. C'est vrai que quand on parle d'IPA notamment, on pense au houblon et presque exclusivement que au houblon maintenant. On a tendance à oublier l'impact, en tout cas en tant que consommateur, pas forcément averti. On a tendance à oublier l'impact des autres ingrédients, notamment, donc tu parlais de malt, de la levure. Après, il y a aussi le profil de l'eau qui va rentrer en compte. Est-ce que, en fait, cet ensemble-là, il n'est pas, comment dire, un peu sous-coté c'est un peu pas vraiment le terme que je cherche, mais je veux dire que sous-estimer l'impact des autres, même si c'est pas ce qu'on ressent le plus sûr dans la consommation. Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à sous-estimer justement l'importance de ces ingrédients? Oui, tout à fait. Et je pense que la levure, c'est un des ingrédients qui est le plus sous-estimé dans le brassage. Les gens ne voient pas d'impact, mais c'est en testant qu'on s'en aperçoit. Et bon, bah nous, on reste des amateurs professionnels, mais on a quelques années d'expérience et quelques brassins derrière nous, et on s'est rendu compte qu'on a beaucoup amélioré nos bières en travaillant le trot, en sélectionnant les bons malts, les bons houblons, la bonne levure, en ayant un process abouti. Et du coup, tout ça fait partie du jeu. Et on peut brasser la meilleure IPA du monde, si on n'a pas la bonne levure, ça rendra pas au top du top, quoi. Et alors, je continue un petit peu parce que je trouve que le débat est assez intéressant. Quand on regarde ce qui se fait, on va dire d'un point de vue consommateur, buveur de bière actuellement sur le marché français et entre autres sur ce qui est produit chez Piggy, on a l'impression qu'il y a, en tout cas dans votre cas, une sorte de maîtrise de la base pour un style et que maintenant on va jouer avec les houblons. Et est-ce que l'impression est bonne ou est-ce qu'à chaque fois il y a toujours un travail différent sur la base maltée derrière? Alors, en fait, jusqu'à il y a quelques temps, on aimait bien nos bières, mais on n'était pas encore satisfait à 100%. Donc on a travaillé et bien sûr il y a eu un travail sur la base maltée. Et après, une fois qu'on a trouvé nos marques, il y a rien à révolutionner parce que une IPA, qu'on brasse une IPA ou une autre, la base va rester quand même la même, la minéralité de l'eau, le malt à l'empâtage. Donc en fait, c'est plus un travail sur le style qu'il y a eu. Et après, une fois qu'on a maîtrisé le style, comme j'estime qu'on maîtrise correctement, et ben après, il y a tout un travail sur varier les houblons, varier les associations. On peut changer quelques trucs, hein, on peut changer des choses un peu sur la base maltée, pourquoi pas tester une autre levure, mais au final, une fois qu'on maîtrise notre style avec notre pâte à nous, on reste sur un peu la même recette, quoi. Oui, en gros, c'est on ne va pas vraiment jouer avec les houblons tant qu'on n'a pas une base qui est maîtrisée et solide, et une fois qu'on a atteint ce palier-là, et on a toute la liberté de jouer. Faire plaisir. Ça se sent parce que dernièrement, depuis un an et demi, 2 ans, avec le Covid surtout, on a commencé à se lâcher vraiment sur ce style, parce qu'en fait, on a commencé à sentir qu'on le maîtrisait, on a poussé encore un peu plus loin, et puis là, on s'est fait plaisir. Une fois qu'on a obtenu des bons résultats, on s'est dit c'est seulement maintenant que ça va être intéressant de tester des single up, de voir un peu mettre en avant les houblons. Parce que quand t'as pas un résultat qui te convient, tu te dis je vais voir un single up, mais est-ce que je vais vraiment avoir le bon résultat? Est-ce que ça va pas être biaisé par un problème de process, tout ça? Donc maintenant, on s'est amusé à le faire. Après, je trouve qu'on brasse des bonnes IPA, mais comme toujours et tout le monde dans la vie, on a toujours des pistes de progrès. Et encore aujourd'hui, pour la première fois, on a changé un truc dans l'oxygénation du mou. Et je pense et j'espère que ça va encore améliorer le rendu. Voilà, on a besoin de toujours gravir des échelons et on se repose pas le son au laurier et on se fait plaisir, on essaie de faire plaisir à tout le monde, quoi. Est-ce que là, avec toutes ces expérimentations que vous avez fait dernièrement, donc tu y es depuis ça un peu le début du Covid, vous avez l'impression d'avoir passé un cap sur les IPA? Je dirais notamment il y a peut-être il y a un an et demi de ça. Moi personnellement, je pense qu'on a passé un cap justement il y a un an et demi pour 2 raisons, pour des modifications du process et aussi pour avoir accepté de balancer plus de matière dans les brassins.
Et ça, c'est un peu ingrat parce que c'est pas permis à tout le monde. Et nous, ça nous était permis principalement parce qu'on a un gros public demandeur, on a un nom maintenant, et on peut se balancer des bières, on peut balancer du lourd à prix d'achat élevé. Ça passe, alors que des petites brasseries qui pourraient faire aussi bien que nous seraient pas capables de les vendre parce qu'ils n'ont pas de quoi les vendre derrière, quoi. Toi, tu es dans la possibilité de produire des bières qui vont ressortir assez chères parce que tu as des ingrédients qui sont chers à la base, mais tu peux te le permettre parce que Piggy a construit déjà une notoriété et que les gens savent pourquoi ils vont payer cher. Alors qu'une petite brasserie qui va se lancer n'aura pas encore forcément cette notoriété, aura plus de difficultés à vendre un produit cher, même si le prix est justifié par des ingrédients de qualité. C'est un peu ça, donc c'est un double effet, quoi. Amélioration du process, et puis derrière, il y a du monde pour acheter. Donc on balance la sauce. Est-ce que dans toutes les bières que vous avez produites, il y en a une particulièrement qui t'a fait te dire ouais, là on a débloqué quelque chose, on a un peu trouvé le loquet à déverrouiller pour aller plus loin? Alors, ce sera un peu dur à dire parce que là où ça s'est vraiment révélé, ouais, c'était il y a un an et demi, donc il y a quelques petites bières qui m'ont marqué, c'est sûr. Mais là, dernièrement, tu vois, on a fait je sais pas si tu l'as goûté, la collab avec l'île du Malte, Je l'ai pas encore goûté, à Osgore. Non plus. La Imago. Ça, c'est une bière qui est top parce qu'en plus, alors, dans le travail des houblons, il y a un truc alors je parle à titre personnel, hein, qui m'a un peu gavé ces derniers mois, dernière année, c'est qu'à un moment, on s'est mis à mélanger trop de houblons différents. Et puis, tu goûtais sans trop comprendre qui était qui, qu'est-ce que c'était, machin. C'était des bonnes bières, mais trop fondues, un profil aromatique trop brouillon pour moi. Moi, j'aime beaucoup quand c'est précis, quand c'est ciselé. C'est pour ça que j'aime bien les single up. Et là, en fait, ce que j'ai bien aimé avec certaines bières comme la Tropical Factory qu'on a fait ou Imago, c'est qu'en fait, t'as un rendu qui est assez clean et assez précis malgré un blend de 3 houblons, quoi. Donc, je sais pas, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est ces 3 houblons-là qui marchent bien ensemble? Est-ce que c'est notre process où c'est un mélange de tout? En tout cas, quand je goûte les IPA comme la LRFE, là, aussi, la Single Hop Citra, je me dis, ouais, c'est pas dégueu, quoi. Ouais, alors que le Citra, il y a beaucoup de bières geeks qui tombent dans le ras-le-bol de ce houblon parce qu'on le voit un peu trop. Et... Ouais. Et c'est vrai, et en plus, c'est marrant parce qu'en fait, moi, j'en suis moi-même un peu ras-le-cul du Citra. D'ailleurs, il me plaît pas du tout dans Pick Me Up, qui est full Citra, une petite pale, mais dans la LRFE, double NEPA, single up, et en fait, j'ai redécouvert et je prends beaucoup de plaisir avec, alors qu'il me cassait les couilles jusqu'à il y a peu, quoi. Mais tu saurais dire à quoi c'est dû, ça, du coup? Hein? Tu saurais dire à quoi c'est dû, justement, que dans une, mais pas dans l'autre? Bon, peut-être la dose générale, peut-être la base maltais qui supporte mieux le bazar. Après, je voulais dire qu'il y a les houblons comme ça, hein, par exemple le Citra, qui a énormément évolué ces dernières années. Le pire exemple, c'est le Nelson Sauvin. Le Nelson Sauvin, c'est dramatique. Là, il s'est pris une claque monumentale. C'était il y a 10-12 ans le plus beau houblon du monde, avec des notes de raisin blanc, de cassis, de mangue. Et maintenant, c'est juste de la sous-merde, quoi. En tout cas, en termes aromatiques. Donc tout ça, ça évolue. Ouais. Alors si je te posais, nous, la question, c'était un petit peu sur le fait de passer un cap ou quoi que ce soit. Déjà, tu évoquais toutes les expérimentations que que vous faisiez depuis un an et demi. Et je me souviens, je pense que Maxime, on en avait parlé ensemble à cette époque-là, on se questionnait sur chez qui on buvait les meilleurs IPA en France. Et on était, en gros, je trouve qu'il y a eu une période, même si je ne vais chercher à descendre personne. Ce qu'ils font est toujours très 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 bon. Et il y a une période où clairement on te demandait qui est le meilleur en jus de houblon en France, tout le monde t'aurait dit Popin. Et je pense qu'il y a eu une transition il y a de ça un an et demi, où on en parlait et en fait, tout le monde s'est commencé à se dire Piggy maintenant. Ouais. Bon, c'est des copains. Oui. Arnaud et anciennement Gunther, c'est des très bons potes du monde de la bière. C'est clair que quand ils sont arrivés, ils ont tué le game. Ils ont tué le game parce que eux, ils y sont allés cash comme des gorées, quoi. Et ils ont dit, entre guillemets, hein, à mon avis, ils ont dit coup de revient, on s'en bat les couilles, on sort du lourd,
et boira qui veut payer, quoi. Et en fait, ils ont sorti des très très grosses tueries en double IPA et tout. C'est eux qui écrasaient tout le monde. Et nous, à l'époque, je pense qu'on était un peu plus timides. Mais aussi, on était timides parce qu'on maîtrisait pas le style. Et Popin a maîtrisé le style avant nous. Et quand on a commencé à avoir plus d'aisance, on s'est dit, bah ouais, maintenant on peut y aller, on essaye. On a essayé sur 1-2 bières, ça a marché. Et en fait, on se les jouait à la Popin, quoi. Et maintenant, on est à un niveau égal, comme Prism. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas goûté les bières de Prism, mais Prism, Popin, nous, Hoppy Road sort aussi des grosses double NEPA et compagnie qui défoncent. Comme voilà, nous on n'a rien inventé, hein. Bien sûr. Et niveau et ça fait plaisir, quoi. Et si on parle du niveau global, tu trouves que la France, elle se situe où maintenant sur les grosses IPA, les gros jus de houblon à l'échelle déjà à l'échelle européenne, après peut-être qu'on peut aller voir mondial, mais ça va faire prétentieux parce que je fais partie du lot, mais je sais pas trop dire, mais je pense qu'on n'a pas à rougir de beaucoup de nos confrères. Et il y a pas que moi, parce que moi en fait j'adore goûter, mais en ce moment je goûte plus grand chose malheureusement, mais j'ai beaucoup de confrères et tout, et d'amis proches qui goûtent des NEPA qui viennent par exemple d'Angleterre, qui est ultra réputé, et qui dit bah les mecs, vous avez pas à rougir, quoi, vous faites du lourd, du aussi bon, du peut-être différent, mais en qualité pure, c'est pas forcément loin, quoi. Et même des gens qui sont déçus par des grands noms et qui disent bah moi je préfère boire une Piggy, quoi. Alors après c'est peut-être un peu de chauvinisme, j'en sais rien, mais ouais, ou peut-être une grosse attente du côté des bières outre-Atlantique ou autre. Ouais. Il y a peut-être de ça aussi. Ouais. Alors moi du coup ça me fait plaisir, et puis je pense qu'il y a un peu de vrai, c'est qu'en France et puis bon, on parle des IPA, mais pas qu'en IPA, dans plein d'autres styles différents aussi, on commence à bien s'en sortir, et qu'on a beaucoup de brasseurs qui font du beau boulot, et que la qualité générale des microbrasseries elle monte bien. Alors après il y a énormément d'ouverture de microbrasseries, donc comme toujours il y a des gens qui s'y connaissent très peu dans la bière, très peu dans le process, et qui font ce qu'ils ont envie de faire, et qui est pas forcément folichon, mais au final, s'en fout, hein, tant qu'il y a des gens qui les boivent leur bière, ça roule. Hein. Ouais. Bah pour en revenir, ouais, à peu près. Moi, je trouve qu'on a, en tout cas de votre côté, passé un cap. On le disait, il y a 1 an et demi. Après, de manière générale, c'est vrai que sur le houblon en France, et pas que, on commence à avoir clairement des belles brasseries qui font des bons jus et sur différents styles. Je pense qu'on joue là où on a une carte à jouer aussi, mais ça je l'ai déjà évoqué dans un autre épisode, c'est que sur tout le patrimoine, on va dire français, et le travail de la barrique, on a pas mal de choses à faire. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse de pousser un peu plus. Je sais qu'il y a eu un peu de travail en barrique, il y a quelques séries chez Piggy, mais c'est pas ce qu'on voit le plus en tout cas. Ouais, bien sûr. Alors juste pour faire une petite parenthèse et revenir sur ce qu'on disait des brasseries qui montent en France, on a la preuve depuis des années avec par exemple Daniel Thirier ou Montsalève, Michael, qui sont invités dans les salons à l'international. Et puis aussi récemment la Débauche et puis Popin et compagnie qui avaient été invités en Floride, je dis pas de conneries, au Wakefest. Donc c'est la preuve que une reconnaissance à l'international, que les brasseries françaises tiennent la route, quoi. C'est quelque chose que vous regardez d'ailleurs, on va dire un peu c'est une sorte de baromètre, le retour sur vos bières à l'international. Ah bien sûr, et alors sans cracher sur les dégustateurs, loin de là. Nous, quand on a commencé à pas mal exporter en Europe, par exemple, dans les pays scandinaves et tout, on s'est pris des déculottés niveau notation. Parce qu'au début, en fait, tous ceux qui goûtent, c'est tes petits potes d'à côté, ton voisin, qui te dit « Ouais, mon voisin, il est brasseur, il brasse des bonnes bières, tiens, bah, j'y mets 5 sur 5, quoi. » Et en fait, t'as un Norvégien un peu couillu qui a goûté 8500 bières, qui goûte ta bière et qui dit « Ouais, pas mal. » Et là, tu te dis « Ah ouais, en fait, je suis un rigolo, quoi. » Donc, sans dégrader les notations de nos proches et des gens en France de manière générale, quand tu vas sur un public qui est très très pointu, comme je parlais des pays scandinaves, c'est quand même des gens qui ont une connaissance produit un peu plus poussée que chez nous. Là, c'est intéressant parce que du coup, on voit vraiment un peu plus la qualité du produit. Ouais, en plus, quand on parle des pays scandinaves, moi j'ai remarqué, après c'est peut-être juste une impression, mais que les pays scandinaves sur les apps de notation, genre Untappd,
ils sont quand même très très durs. Ils n'ont pas la notation peut-être aussi généreuse qu'on peut l'avoir nous. Ils paraissent durs, mais comme je dis toujours, alors il y a la façon de noter qui peut être différente chez chacun, mais il y a aussi le passif des gens. Le gars, s'il a l'habitude de côtoyer des super bières de sa microbrasserie du coin, et que un autre Gugus, il boit que des trucs un peu médiocres, bah c'est sûr que tu vas pas avoir à la même échelle, quoi. Mais en effet, il pardonne moins facilement. Le public français serait peut-être un peu moins expérimenté du coup, encore. Bah, je pense que ça passe en partie pour ça. Ouais, en partie. Après, il commence à y avoir des gars pointus. Je dis pas que les Français sont des rigolos, quoi. Hein. Non, mais après, c'est vrai que au final, la craft et on va dire l'intérêt pour la bière en France, il se démocratise que depuis peu de temps. Avant, on était vraiment sur un public très très niche. Ça l'est encore, mais oui, on voit les beer geeks, c'est comme tu dis, c'est un public très jeune encore. Ouais. Et pour en revenir aux IPA, maintenant qu'on a pas mal parlé de ce que tu pensais être une bonne IPA et comment vous bossiez les IPA chez Piggy, voilà, on va revenir un peu au cœur de l'histoire actuelle, c'est qu'est-ce qu'une IPA avec tous les styles qu'il y a. On parlait du renouveau de l'IPA aux États-Unis. Du coup, le fait qu'en arrivant sur un nouveau pays avec un nouveau terroir, des nouveaux houblons, on a déjà créé une bière qui était totalement différente. Et au final, ça se caractérise maintenant par deux styles qui sont distincts l'un de l'autre. On a d'un côté l'English IPA et l'American IPA. Après, de là, sont nés encore une famille innombrable de styles. J'ai essayé de regarder un petit peu ce que moi, je me suis pris des notes vraiment comme ça de tête. Qu'est-ce que j'avais déjà vu, entendu ou goûté comme IPA. On parlait de l'English, l'American IPA, mais on a des Belgian IPA, la micro IPA, Session IPA pour les bas degrés d'alcool. Maintenant, on a des cold IPA qui arrivent. On a les doubles, triples, Imperial IPA évidemment, la Black IPA comme buvait Maxime, la Brut IPA avec son faible sucre résiduel, les White IPA, enfin les IPA avec une base de blé. On a vu des Red IPA, les New Zealand IPA, on parlait énormément maintenant des New England IPA, donc avec les doubles et triples NEIPA qui vont derrière. Les West Coast IPA, les Rye IPA avec du seigle, les Milkshake IPA avec souvent du lactose et peut-être des adjonctions de fruits. Autant dire que c'est un beau bordel. Est-ce qu'on s'y perd pas un petit peu, notamment quand on voit beaucoup de brasseries qui appellent encore leur bière juste IPA? On s'y perd énormément. C'est sûr que là, il y a énormément de styles que t'as cités. Alors, je suis toujours un peu extrémiste, mais je dis toujours, dans la vie, il y a deux types de bières. Il y a les bières au travers desquelles tu vois et des bières au travers desquelles tu vois pas. Donc, en gros, c'est les bières blondes, les bières noires. Dans les IPA, on pourrait dire il y a deux types d'IPA. Il y a les IPA aromatiques et les IPA plutôt amères. Alors, c'est très simplifié, mais je pense qu'il y a principalement les IPA modernes avec des gens qui veulent vraiment du fruité. Et puis des IPA un peu plus old school, où tu vas avoir un travail sur le malt avec une balance houblon-malt et une amertume un peu différente, quoi. Est-ce que si on prend en compte... West Coast, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, si on part sur des styles un peu plus modernes, est-ce que ce serait pas un peu représenté par la dualité East Coast IPA versus West Coast IPA, quoi? Oui, historiquement, c'était ça, tout à fait. C'était il y a... moi, quand j'ai découvert les IPA il y a 10-12 ans, c'était tout à fait ça. C'était deux écoles, East et West. Maintenant, c'est un peu pareil, mais tout poussé à son paroxysme. Il y en a des ultra fruités, presque un peu trop jus de fruits. On parle des IPA au lactose. Après, c'est les goûts, les couleurs. Hein. Moi, je sais que j'ai un peu de mal avec tout ça. Il y a des gens qui font des IPA avec du fruit et du lactose. Nous-mêmes, on a fait des IPA avec du fruit. À un moment, moi, j'ai dit, ça me fait chier, quoi. Je préfère soit faire une bonne IPA, soit faire une bière aux fruits, mais une IPA aux fruits, ça me fait chier. Parce que... Quand on voit la palette aromatique qu'on arrive à extraire des houblons en les travaillant bien, tu te demandes si c'est vraiment nécessaire d'avoir une adjonction de fruits maintenant. Ouais, t'as l'impression que... Alors, j'ai pas envie de cracher sur tous mes collègues qui pourraient le faire, parce que je les respecte et puis ils peuvent en faire des très bonnes, mais t'as l'impression que le gars qui fait une IPA aux fruits, c'est juste parce qu'il sait pas sortir le fruit et du houblon, quoi. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas très grave. Mais je te dis, même nous, on en a fait. On a fait une bonne IPA avec quoi? On avait fait Passion Mangue pour la bibliothèque.
Bon, il y avait pas assez de houblon au dry hop, mais ça c'est une autre histoire. On peut faire plein de trucs bons, mais moi en tout cas personnellement, je parle en tant que consommateur, je veux pas boire d'IPA aux fruits, quoi. Ça sert à rien. Ouais, mais il y a pas si longtemps que ça, j'ai bu une IPA aux fruits de chez, si je dis pas de bêtises, ça devait être de chez Toeul. Ouais. C'était pas mauvais, hein, mais en la buvant, je me suis dit, j'ai bu des IPA qui avaient le même profil aromatique, juste avec des houblons. Donc, quel est l'intérêt du fruit? Tout dépend où est-ce que tu investis, quoi. Si tu investis dans le houblon, si tu investis dans le fruit, si tu veux mettre des houblons un peu plus, j'allais dire, un peu plus classiques, un peu plus simples, un peu plus purs, comme on disait, et tu rajoutes des fruits derrière, je pense que c'est une façon, c'est selon comment tu as envie de brasser, quoi. Ouais, mais moi, je trouve que ça fait un peu... la mode, elle est au houblon ultra aromatique, à faire des bières très très fruitées juste avec les houblons. On n'est pas capable de le faire, alors on va singer ça en mettant du fruit dedans. Eh bah, exactement. Pour moi, c'est ça. Mais tant pis, c'est pas grave parce que tout le monde n'est pas obligé de savoir comment faire une bonne IPA aux fruits. Par contre, les gars, arrêtez de dire que vous faites une IPA, dites ce que vous faites une bière fruitée. Et c'est pas une honte, quoi. On s'en bat les couilles. Tant qu'elle est bonne, moi je m'en fous, je bois tout. Hein. Bah oui, mais ça fait pas vendre s'il n'y a pas marqué IPA sur la bière. C'est ça. Bon, vendre. Si t'es doué, normalement, tu vends tout et n'importe quoi. Hein. Oui. Mais je pense que ça, c'est valable que pour quelques brasseries qui ont réussi à se faire un nom. Ouais, alors après, tu peux pas vendre tout et n'importe quoi longtemps. Hein. Aussi. Ça se fait vite et tu vends un brassin et puis après, t'as intérêt à te rattraper parce que sinon ça marche pas, quoi. D'ailleurs, c'est de ton côté, chez Piggy, ça se passe comment? Ça vous arrive d'avoir des gros ratés et de vous dire, on balance tout, ou vous avez des méthodes Je vais pas te faire cracher les secrets. On est des petits filous. Alors, on a eu des bières qui nous ont déçus en cuve, qu'on a réussi à rattraper plus ou moins de manière noble, avec des rendus au final qui étaient toujours à peu près corrects. Sinon, on l'aurait pas commercialisé. Mais il y a quand même 2-3 loupés qui nous ont fait chier, ouais. J'en ai parlé à l'interview de la biérothèque, mais en plus c'était pour des très très bons copains de la capsule à Nancy. On a fait une IPA à l'abricot, idée à la con, quoi. Et en fait, cette putain de purée d'abricot, elle a maintenu un hop burn dont on était sûr qu'il allait tomber, parce que normalement il tombe toujours avec le temps. Et en fait, il s'est quasiment accentué. Ah oui. Donc là, c'était un méga gros fail. En plus, c'était pour des très bons copains, donc voilà. Donc ça, c'était une bière qu'on aurait aimé ne pas produire, mais la vie est faite autrement et on n'a pas eu le choix. Une fois, il aurait fallu rappeler tous les lots, c'était le bordel. Donc on remercie tous nos clients qui ont foutu leur abricot trip, pas abricot trip, c'était quoi? Si, abricot trip, qui les ont foutus à l'évier. Merci les gars, désolé. Après, on a brassé dernièrement une super bonne bière sur le papier. En plus, ça me tient à cœur parce que c'était la série After Ride et c'était la Bunny Hop, un super jeu de mots sur le vélo. Et en fait, il s'est passé une couille aussi avec la levure et puis une trop grosse dose de houblon et on a eu du hop burn. La bière là, elle a 2 mois et demi, je l'ai regoûtée, elle commence à se boire, mais pendant 2 mois, elle faisait chier, quoi, elle était pas bonne. Ah oui. Après, on a eu quelques loupés, dont une. Alors, en 5 ans, on a mis une bière à l'égout. Ouais. Une bière à l'égout, une bière aux fruits qui est partie en sucette parce qu'on a été cons. On a fait une erreur qu'on sait qu'il faut pas faire et qu'on préconise à tous nos amis brasseurs de ne pas faire. Et un jour, on l'a fait. Et du coup, cette bière-là, ça a produit de l'acide butyrique. En gros, c'est de la gerbe. Et ça se boit pas trop, quoi. Ouais, non. Donc on a ouvert les vannes et puis ciao bye bye, mais financièrement on était capable de le faire, mais même si on n'était pas capable, en fait valait mieux pas la vendre parce que c'est plus préjudiciable qu'autre chose. Ce que j'allais dire, c'est peut-être sur le coup ça fait pas une bonne image. Ouais, pour le coup tu te dis je la commercialise, au moins je la vends, je rentabilise mon truc, sauf que derrière ça va flinguer ta réputation et impacter ton avenir. C'est une connerie. Après en plus ça pique à l'amour propre, mais bon, ça fait du bien et ça remet les idées en place, quoi. Alors moi j'ai fini ma petite belle time, c'était une petite Naipa à 6 degrés, c'est facile à boire, donc comme on parlait des différents styles, je vais changer, je vais enchaîner, je vais partir sur une West Coast double IPA de chez Brewski que j'avais dans mon frigo. Voilà. Bien. Ça, comme ça on passe un peu sur un profil complètement différent, et j'en profite, Pierrot, du coup, pour enchaîner, de demander, est-ce que, je sais pas si tu auras une réponse, il y a une vraie différence entre East Coast IPA, New England IPA, Hazy IPA, ou est-ce que c'est juste de l'appellation qui varie?
Bah, non, parce que elles sont pas toutes forcément troubles. Alors, New England et Easy, c'est trouble, c'est sûr. Alors, il y a ma fille qui vient de rentrer dans la chambre. Salut, Juju. Ouais, mais East Coast, c'est plutôt un style qui, à la base, est pas trouble et qui est, on pourrait dire, assez clean dans le profil aromatique. Parce que même si les New England sont très bonnes et qu'elles peuvent avoir une précision aromatique, il y a toujours une ambiance générale un petit peu fondue, un petit peu dans le brouillard, quoi. Il y a de la matière en bouche aussi. Et moi, j'ai retrouvé beaucoup plus de précision sur des anciennes IPA de Mikkeller, par exemple, quand il avait fait la série Single Up. Entre autres, je parlais du Nelson Sauvin qui était magique. Moi, j'ai goûté des Single Up Nelson Sauvin en 2009-2010. C'était des tueries comme je m'en suis jamais remis et j'ai jamais retrouvé des bières comme ça. C'était ultra précis, c'était du cassis, mangue, c'était la folie, quoi. Et je sais pas si les New England actuels permettent un degré de précision aussi élevé. Ouais, je vois où tu veux en venir et c'est vrai que c'est peut-être, enfin, si tu veux vraiment faire transparaître le caractère d'un houblon, est-ce que la New England est le style approprié ou vaut mieux partir peut-être sur une base d'IPA plus d'American IPA par exemple, un truc plus clean qui... En fait, la New England, c'est un peu entre guillemets une facilité. Alors là, j'exagère parce que c'est assez compliqué à brasser, mais une fois que tu as maîtrisé un petit peu les bases du maltage et de la minéralisation de l'eau, tu as très vite un fruité sexy qui explose. Alors qu'un style un peu plus épuré, un peu plus clean, ça va être beaucoup plus complexe à faire ressortir un fruité intense. Et d'ailleurs, on ne sait plus le faire. On ne sait plus brasser une bière IPA limpide avec un fruité explosif comme on a su faire il y a 10 ans. Et même nous, en tant qu'amateurs, on a eu de meilleurs résultats il y a 8-10 ans sur ce style-là que maintenant. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de brasseurs qui se tournent vers ces New England sexy et facile entre guillemets. Mais tu vois, là, je suis en train de boire du coup ma Brewski, qui est donc une West Coast double IPA, comme il l'indique sur l'étiquette. Alors bien sûr, on est sur une robe qui a absolument rien à voir, on est sur des couleurs plutôt caramel, c'est quasiment limpide. Franchement, je peux lire mon écran de PC au travers. Mais en aromatique, je trouve alors pas grand chose. Alors est-ce que c'est parce que je me suis pris une IPA avant et qu'elle m'a aussi un peu Alors ouais, le line-up ça joue énormément. Ouais, après quel âge a la bière? Elle est pas bien vieille, hein, je crois. Je sais pas si j'ai une date d'encanage dessus, mais il faudra que je regarde, mais je sais qu'elle est pas bien vieille. Après tu parles de robe assez foncée pour une IPA et donc là ça va être addition de malt caramel et alors plus ou moins en grosse quantité. Et nous on a toujours été Rage Against the Caramel parce que en fait ça écrase le profil houblonné. Il y a trop de rondeur, de sucrosité. Il y a un côté justement caramel qui vient. J'ai que ça en bouche là, effacer le caractère du houblon. Ouais, non, j'ai vraiment que ça en bouche là, tu vois, c'est ça, c'est sucrosité, c'est caramel. Alors il y a une petite texture liquoreuse aussi, c'est une double IPA, c'est sympathique, hein. Mais tu me dirais c'est un barley wine légèrement houblonné, je pense que je verrais pas forcément la différence. Après, ça me dérange pas ça me dérange pas si le mec a voulu faire ça. Maintenant, si c'est planté et qu'il a pas réussi à avoir un truc cool et fruité, c'est dommage, quoi. Alors, je sais pas, Max, qu'est-ce qu'il en pense de ces bières-là? Les West Coast? Ouais, un peu trop cara à mon goût, quoi. Ouais, c'est vrai que souvent c'est vrai que c'est la base maltais qu'on retient un peu le plus. Enfin, dans ce que j'ai goûté après, à mon avis, c'est ce qui est un peu dommage avec ce style-là, c'est que on en a peu qui sont vraiment très équilibrés avec le côté résineux, herbacé du houblon et le côté la base maltais caramel qui apporte du coup un sucre qui est pas tellement nécessaire à mon goût. Ouais. Mais voilà, après peut-être qu'on n'a pas goûté les bonnes non plus. Et est-ce qu'il y en a qui en font des bonnes? C'est fou parce que visuellement et au niveau de la recette, les single up de Mikkeller il y a 10 ans étaient comme ça. Elles faisaient 6,9 degrés, elles étaient brassées avec du Cara 120 en grosse proportion, elles étaient presque ambrées, j'exagère, mais dorées assez foncées.
Et les machines, elles envoyaient du fruit de ouf. Elles étaient limpides, un petit voile, mais assez limpide. Et c'était une dinguerie. Et quand on y repense, techniquement, je sais pas comment ils faisaient. Je sais pas s'il y avait des petites fioles d'arôme, mais c'était un putain de rendu, quoi. Ouais, là, c'est quelque chose que je retrouve pas vraiment. Après, est-ce que, tu vois, quand on parle d'IPA, caramel, ambré, qui fait jouer beaucoup plus la base maltée, qui donne ces saveurs-là, on pense plus à l'English IPA. Est-ce qu'il y a vraiment une parenté entre l'English IPA et la West Coast, ou on est quand même... Non, normalement, on est censé être sur des profils complètement différents. Ouais, mais maintenant, elles sont beaucoup plus proches, les deux là, que les autres modernes, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai que en fait, le développement des bières plus modernes ont peut-être réduit l'écart entre la West Coast et la English IPA par rapport à l'écart qu'il y a entre la East Coast et la West Coast, quoi. Exactement, je pense. Yes. Et bah, ouais, bon, en tout cas, de m'ouvrir quelque chose, du coup. Ouais, j'entends ça. C'est qu'est-ce qui fait pchit? Dis-nous tout. Qu'est-ce qui fait pchit? Bah, tu l'as pas deviné au pchit? Ah. Attends, blind test de bière. Ça te rappelle quelque chose? Je réfléchis. Là, c'est le pchit de je ne sais pas. Attends. Bah, écoute le glouglou alors. Tu as mis du piquant dedans, quoi? Je suis désolé, le glouglou ne m'aide pas beaucoup. Ah, le glouglou. Bah, c'est une o'clock. Ah, mais c'était ça. Je pense que tu aurais pu le deviner, je pense. Ouais, c'est le bruit de la capsule, j'ai hésité. Mais donc originaire du 78, franchement, il me déçoit. Cool. Ouais, c'est laquelle? C'est dans le turfu de chez O'Clock, c'est une double Neipa. Du coup là, pour bien contraster avec la avec la Black IPA de tout à l'heure, je n'ai pas encore goûté. Ils ont pas mis les houblons dessus. Je sais juste qu'il y a malt d'orge, avoine et blé, en plus de haut malt houblon levure. O'Clock, que j'aime beaucoup parce que j'ai longtemps habité à 10 km de chez eux et que je me suis beaucoup approvisionné chez eux, jusqu'à maintenant ne fait que de la bière en bouteille. Est-ce que pour toi c'est un frein à ce type de bière comme Bois Maxime, de Double Neipa et compagnie, ou est-ce que ça peut encore vivre? Ah oui. Non, il faut bien se rendre compte que le contenant n'a aucune forme d'incidence sur le contenu. Je veux dire, on peut avoir une meilleure bière en bouteille qu'en canne, et inversement. En fait, tout est question de process. Donc dernièrement, il y a un très gros engouement autour de la canne, mais qui n'est pas forcément très pertinent au niveau qualitatif. La canne ne rend pas la bière meilleure, quoi. Mais voilà, comme je disais, c'est nous par exemple, on a une encanneuse qui est plus performante que notre embouteilleuse, donc on va pouvoir avoir des bières un peu plus quali dedans. Mais c'est pas la canette qui le fait. Mais quand tu dis oui, le contenant ne va pas impacter le goût du contenu ou la qualité du contenu, mais est-ce que la préservation sera la même? La préservation est la même, et d'ailleurs, je pense, à mon sens, qu'elle est mieux en bouteille, parce que le matériau vert est le matériau le plus inerte pour contenir de l'alimentaire. Il y a moins de transmission que dans une canne qui est recouverte d'un vernis plastique ou je sais pas trop quoi, qui certes est sans bisphénol A, mais contient forcément de la saloperie, quoi. Beaucoup plus miscible que le verre. Alors après, c'est pas ça qui va te faire crever, et peut-être moins que tout ce que tu respires et les ondes que tu te prends dans la gueule. Mais le top du top, c'est le verre. Donc alors après, quand quelqu'un te dit ouais, c'est quand même pas dingue cette Neipa, bon, en même temps ils l'ont en bouteille, elle a pas dû bien se préserver, c'est plus un problème psychosomatique de Beer Geek? Ouais, exactement. Alors il y a un truc qui est un peu plus faible dans la canette, dans la bouteille, c'est qu'apparemment l'échange gazeux entre l'air extérieur et la bouteille serait plus important que pour une canette. D'accord. Par la capsule. Mais d'après ce que j'ai lu en termes de ppm ou ppb, donc les particules par million, par milliard d'oxygène, c'est ultra infime, et c'est dans le temps. Donc comme une IPA est pas faite pour durer, au bout de 2-3 mois que tu bois ton IPA, il n'y a pas eu l'échange qui fait que ta bière va être daubée. En fait, si elle est daubée, c'est parce qu'il y a eu un mauvais process de conditionnement. D'accord. Qu'elle a pris trop d'oxygène au conditionnement. Et ça, que ce soit bouteille ou canne, on est capable de faire aussi bien
l'un ou l'autre, mais c'est la machine que tu as et ta façon de faire qui va déterminer si ça va le faire ou pas, quoi. Ok. Alors, pour rien vous cacher, j'ai mis de côté ma West Coast IPA parce que c'était pas dingue. Heureusement, j'avais un backup, alors j'enchaîne. C'est bon. Voilà. Heureusement, j'avais un backup. J'aime bien cette phrase de Beer Geek par excellence. Et du coup, je continue de jouer à domicile. J'ai pris la Calista de la brasserie Monthardy, donc qui est accolée à VNB, là où je travaille. Et on est sur une... alors, nommée DDH IPA, on a un profil qui tire quasiment sur la Naipa maintenant. Hein, et en plus, elle est toute fraîche, elle était encannée ce matin. Ah, c'est beau. Oh, bah, voilà. Magnifique. Ça sera peut-être un peu trop jeune, même. On va voir, je vais te dire ça. Hein. On est donc sur après, des fois, ça peut être trop jeune. Ouais. Parce que, alors, je sais pas, tiens, on va pouvoir questionner Max, qu'est-ce qu'il en pense au niveau... comment évolue une bière de ton ressenti de dégustateur comment tu trouves l'évolution d'une IPA, par exemple, dans le temps? Oula, c'est assez vaste. Mais c'est vrai que tout dépend après du profil. Par exemple, je dirais la West Coast, comme on la décrivait tout à l'heure, je pense que tu peux la boire après. Enfin, je pense pas qu'elle va évoluer des masses. Tu vois, je pense pas qu'entre 1 mois et 3 mois de canne ou de bouteille, ça va bouger beaucoup. Mais je pense que c'est plus sur les bières, comme tu disais tout à l'heure, les bières plus fragiles, comme les Neipa, vachement sur l'aromatique et tout, que je sens que ça bouge plutôt vite. Et on pourrait faire un petit POC à Culture Bière qui avait plus de 150 bières, plus de 150 IPA dans sa cave, et dont des IPA qui avaient plus de 6 mois. Ça, c'est le problème quand t'achètes beaucoup et que tu bois pas assez. Ah bah ça, c'est pas mon problème. Mais du coup, c'est vrai que en tant que consommateur, quand une IPA du coup a plus je dirais plus de 6 mois. Après, ça dépend vraiment des brasseries. Oui. Mais plus de 6 mois, tu sens déjà qu'il y a une partie de l'aromatique qui est partie, quoi, ça pourrait être un peu plus plus de peps, plus tonique. Je pensais plus vraiment au premier jour, première semaine. Oui. Alors ça, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en boire beaucoup dans le top de la fraîcheur. Faut vraiment tomber sur des bières jeunes et tout. Et moi, j'ai la facilité dans la brasserie de pouvoir goûter ma bière à tout instant. Et on a pu goûter aussi à l'époque des Punky IPA de chez Brewdog, plutôt très fraîches parce qu'ils envoyaient rapidement quand on commandait en France des bières qui avaient des fois que 1 semaine, 10 jours. Et en fait, on avait déjà repéré à cette époque-là que la Punk IPA était très bonne, mais elle avait une espèce de vieillissement en cloche. Elle démarrait pas mal, mais elle s'améliorait énormément. Au bout de 3-5 semaines, c'était le top. Et après, t'avais soit un plateau, ou soit ça redescendait direct. Et dans tous les cas, ça redescend. Allez, à 2-3 mois, ça commence à dégringoler. Et en fait, moi, je bois beaucoup de Piggy. Ça alors. Pas trop cher. Et j'ai observé la même chose. Par exemple, là, on a conditionné El Refe, deuxième brassin, je sais plus, dans la semaine, là, il y a 2-3 jours. En fait, elle est trop jeune. Et tu sens que c'est une bonne bière, elle a du potentiel, mais elle va s'affiner. Il va y avoir une espèce de sédimentation, même si elle va rester trouble, il va y avoir une sédimentation dans la canne qui va un peu la rendre plus clean, qui va mieux faire ressortir le profil houblonné, fruité, et qui va la débarrasser d'un petit peu d'artefacts qui pourraient être désagréables, pas forcément de l'amertume, hein, mais des choses qui brouillent un peu le profil de la bière, quoi. Ok. Du coup, elle va gagner en équilibre, en gros. En équilibre, elle est plus clean, quoi. Et là, elle est au top, on va dire, je sais pas, moi, ça dépend des bières, mais des fois, c'est au bout d'1 semaine, des fois, c'est 3 semaines, et des fois, elle est top, à 5-6 semaines, elle reste géniale jusqu'à 2 mois et demi. Souvent, ça commence à s'effondrer quand même. À 2 mois et demi, ça commence à tomber, à partir en sucette. Mais il y a vraiment vieillissement en cloche comme ça. Je trouve ça assez intéressant. C'est un vieillissement très accéléré quand même. En deux mois et demi. Donc, c'est pour dire que, Alex, ta bière qui est du jour, elle va être peut-être excellente, mais peut-être qu'elle sera encore meilleure dans 15 jours. J'en ai d'autres, t'inquiète pas. Je retesterai. Mais pour le coup, je la trouve très bien. Je lui trouverai 2 défauts. C'est vrai qu'elle est peut-être un peu jeune. Je la trouve un poil verte. On n'a pas de burn, mais un poil verte. Ouais. Et par contre, le deuxième défaut, mais ça, il est inhérent à moi et je pense que Max veut que je veux en venir, il y a du sabro dedans. Ah.
Ok. Quelle idée d'avoir. Tu te testes aujourd'hui en fait. Ouais. Entre West Coast et Sabro. Allez, pas single Là. up Sabro, alors ça va. Il y a Azaka, Sabro, Mandarina, Bavaria. Alors, le Sabro, c'est un houblon Intéressant. assez clivant. Ah, moi, j'aime Après, pas, moi, oui. C'est pas pire que le Sorachi Ace. Mais alors, tu vois, j'adore le Sorachi, j'ai beaucoup de mal avec le Sabro. C'est marrant. Mais en fait, le Sabro, il a un côté beaucoup plus doux, un petit peu bubblegum, un petit peu chimique. Alors, moi, Euh, je lui trouve, et en général, quand je dis ça, on me prend un peu pour un fou, mais je lui trouve. Alors, certes, il y a ce côté coco. D'ailleurs, il a un côté coco, je trouve, très gras, huileux. Mais Ouais, surtout, je gras, trouve huileux, qu'il a bonbon. un côté aussi un peu presque vanillé, crème brûlée. Ah, bah, il peut aussi, si, je vois ce que tu veux dire. Un côté très gourmand, doux. Alors, le Sabro, j'ai rien contre, et en fait, j'ai appris à l'aimer dans quelques bières, et on a fait la El Loco, qui était, alors, je sais pas si tu l'as goûté, la El Loco. Je n'ai pas La goûté la single up, coco. Non, mais Single up Sabro, ça a marqué single up Sabro, j'essaie d'éviter maintenant, tu vois. Ouais. Et ben, en fait, ça m'a surpris parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une de mes préférées dans la gamme. Et non, c'était cool. En fait, j'aime bien. Alors, si l'info n'est pas confidentielle, quand t'as une bière comme ça en single up, tu la dry up à combien de grammes par litre? Bah là, on est à peu près à 20 grammes par litre. Ok, ça va. Ok. C'est très bien, Ça mais va. j'ai eu le malheur de tomber sur une. Je pense que c'est de là que part mon traumatisme, de goûter une bière une double Naipa single up Sabro, et je crois qu'on était à 35 ou 36 grammes par litre. Ouais. Alors, Je m'en suis pas remis. Et la monoplay Sabro. C'était la Monoplay Sabro de chez Stam. Ouais. Ouais. déjà, 20 grammes, c'est déjà fat. Et en fait, pour pouvoir monter à ce niveau-là, tout en restant agréable à boire, on a dû beaucoup jouer sur la base minérale de l'eau et puis sur le process. Mhm. 30-35, c'est possible d'avoir des trucs cool encore, je sais pas. Et nous, on l'a même pas fait parce que bon, ça me paraît un peu fat, quoi. Alors, 30-35 de grammes de houblon sur tout le brassage ou juste au dry up? Je sais pas s'il y avait la précision sur la canne, je me souviens plus. Je sais Ouais. pas, t'as déjà goûté? Faudrait C'est voir. les, C'est en russe de toute ouais, façon. c'est les Monoplay de chez Stam, donc bière russe, hein, tout dans la finesse. Je sais pas si t'as déjà goûté un peu ce qu'ils font. Monoplay, Non, ça me dit rien. qui est leur gamme en fait de double Naipa en single up. Et pour le coup, j'avais beaucoup aimé la Monoplay Citra, la Monoplay, je crois que c'était Simcoe. Mais alors la Monoplay Sabro, c'est un traumatisme. Hein. Parce que bon, il y a des petits malins qui s'amusent à dire ouais, on a fait une bière à 45 grammes de houblon par litre. Mm. Mais en fait, ils rapportent tout le poids de houblon qu'ils ont mis par rapport au volume conditionné. Ouais, en Ça ébullition, veut un peu rien dire, les quoi. compagnies, quoi. Ouais. Et puis même le fait que tu as énormément de frein sur une bière houblonnée. Donc nous, on va perdre jusqu'à 25-30% de bière. Hein. Ouais, bien sûr. Oui, toi, tu rapportes et du coup, ton nombre de grammes au litre voilà. par rapport à la quantité conditionnée et pas à la quantité dans ton fermenteur. Quand j'ai 40 hectos, donc 4000 litres, je balance 80 kilos de houblon et là, je suis à 20 grammes par litre. Ok. Par contre, je vais en conditionner, j'ai n'importe quoi, mais je vais en conditionner 25 hectos. D'accord, ouais. Je l'ai mis en plus au Whirlpool et compagnie. Et au final, si je rapporte au litre conditionné, je suis peut-être à 40 grammes, 45 grammes, quoi. Ouais, je vois. Oui. Oui, il y a des petites astuces pour tricher un petit peu. Ah, ça dépend comment tu comptes, mais si tu veux avoir la plus grosse sur l'étiquette, ouais, tu peux. Ouais, tout dépend de quel point t'es transparent et de la concurrence à côté, quoi. Mais peut-être qu'il y a des Mongols qui ont fait du 35 grammes par litre, hein, et ça se trouve, c'est bon. Mais toi, pour le coup, t'as été un peu traumatisé, quoi. Oui, un peu, oui. Mais après, je me souviens aussi c'était peut-être il y a 2 ans de ça, 2 ou 3 ans de ça, et c'était Cloudwater qui faisait des IPA où il communiquait énormément sur le houblonnage, et il disait 35 grammes par litre. Après, pareil, je sais pas dans quelles conditions. Ouais, je sais pas trop. Alors, bon. Bah, eux, je crois que c'était précisé au dry up, mais j'ai un petit doute. Je crois qu'ils mettaient dry up intensity, une petite vinée, un petit macaron sur la canette et 2 grammes par litre. Ça fait vendre Beer Geek, ça. Ah, ça marche bien. Pour en revenir à la Naipa, puisque au final c'est un peu le style, le style phare maintenant, on en a même la double, triple et peut-être même plus si les brasseurs le veulent. Je sais pas, il y a un moment où ça devient trop. Bah, à partir du moment où t'arrives plus à la boire, ça fait chier. Ouais. Tu te souviens de ce qu'on a bu ensemble, Maxime, il y a pas longtemps? Dis-moi tout. Alors, quand t'étais chez moi, on a bu beaucoup de choses. Ouais, on a bu beaucoup de choses. Ah oui, il y en a une qu'on a mis à l'évier, hein, et à 15 balles la canuche. Ah ouais. Ouais, on a goûté, c'était quoi? C'était quadruple dry up, quadruple ou quintuple IPA, je ne sais plus, de chez The Veil. Ouais. Alors, je pense The Veil, c'est attends, quand même un truc je qui crois que j'ai même normalement pèse. l'étiquette collée sur moi. Ouais. Oui, tu dû repartir parce que l'étiquette était très jolie, mais oh mon dieu, c'était un jus de sucre et d'alcool, ça, c'était imbuvable.
Ah ouais, je C'est marrant, me tu souvenais dis ça, plus. Je parce pensais que c'était une triple, tu vois, mais enfin Ouais. une triple avec un bon gros dry up Non, mais derrière. tu sais, c'est une étiquette, elle est très jolie, mais tout est écrit genre Ouais. en noir brillant transparence, sur noir ouais. mat, c'est illisible. Ah la vache. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'en fait, il y a avec Lorenzo et Romain qui sont mes associés, on est parti au Manchester, au Cloudwater Festival à Manchester. Il y a peut-être 2 ans, hein, presque 2 ans. Et en fait, il y avait plein de brasseries de malades, des Américains, plein d'Européens qui envoyaient du lourd et tout. Et il y avait les The Veil, il y avait plein d'autres. Et en fait, c'était un peu, j'exagère, mais le, le début des grosses New England, mais quand on voit vraiment du lourd, quoi. Ouais, bien sûr. Et on a été super déçus parce qu'en fait, on a goûté des bières qui étaient déjà quasiment toutes identiques, qui étaient des soupes de houblon, qui étaient pas agréables parce que pas vraiment équilibrées. Alors, il y avait rarement de l'amertume ou du burn, mais c'était juste, ça en devenait presque fade. Voilà, on n'arrivait rien à comprendre. C'était pas vraiment agréable à boire. Des Ouais, c'était quadruples, trop c'était brouillon. vachement Ouais. ouais, ultra brouillon, ce que j'aime pas du tout. Et du coup, moi, je suis ressorti du festival en disant, mais putain, en fait, en IPA, les mecs, ils font que de la merde, quoi. Alors, à l'époque, on n'en voyait pas de ce style-là, encore. Et en fait, tu peux être facilement déçu parce que les gars, ils veulent trop en faire et ils veulent Ouais. l'étiquette de la plus grosse. Et je dis pas qu'on va pas faire une quadruple IPA un jour, hein, mais franchement, si on l'a fait, j'ai envie qu'elle ait de la gueule, quoi. Ouais, bah là, tu vois, j'ai retrouvé la bière en question. Là, donc, c'était la Sector 5 de chez The Veil. C'est une quintuple dry hop quadruple IPA à 12 degrés et Ouais. demi. Ah ouais. Oh putain. Et il précise, mais le problème c'est que c'est des unités américaines donc je suis perdu, mais en gros qu'il y a en houblon, t'as du Galaxy, Mosaic, Enigma. Et en houblonnage, il parle de 12, je sais même pas, c'est des livres, je sais pas, c'est leur truc, par BBL. Je ne sais pas ce que ça veut dire BBL. Ouais, BBL, c'est en gros, c'est même si pas je des dis gallons, conneries, non ? c'est à peu près 110 litres. BBL, c'est presque un hectolitre. C'est presque, Ok. je crois que c'est 110 litres, un truc comme ça. Ok. Après, s'ils ont mis en LBS, c'est des livres. Bah, c'est ça. Alors, attends. 12 livres, Je suis en train de regarder. 12 livres, ça ferait 5,4 6 kilos. kilos. Allez, on va dire 6 kilos pour 100 litres. 6 kilos pour 100 litres, ouais, ça fait quand T'as même 60 grammes par litre. 60 grammes par litre. Ouais, bah, c'est dégoré, ouais. Ouais, ça... Alors, attends. Être Mais dégoré en fait, de la bouche de quelqu'un qui est chez Piggy, c'est bon ouais. ou pas bon c'est... Oh, bah, c'est rigolo d'être un goré quand même. Mais c'est bien, en même temps, ils ont dit quintuple dry up et au moins, ils ont vraiment balancé la dose parce que t'as des mecs qui disent, bah, j'ai fait un quintuple dry up et j'ai mis 1 gramme à chaque fois. C'est pour des gorées américains aussi. C'est un autre niveau de gorée. C'est bien ça. Alors du coup, là, moi, comme je disais, je suis sur la Calista de chez Moirdy et qui est catégorisé comme style DDH IPA. Pour toi, le double dry hop, en plus on parlait de quintuple dry hop, le double dry hop, quand on précise une double dry hop IPA, est-ce que c'est vraiment un style à part ou est-ce que c'est vraiment plus apparenté à une technique de brassage qu'on... Ouais. C'est plus la technique. En fait, double dry hop, ça veut rien dire, quoi. Mais pourquoi on fait des double dry hop ? Parce qu'en fait, si tu mets une trop grosse quantité de houblon d'un coup, il va avoir du mal à diffuser et à apporter autant d'aromatiques que si tu le fragmentais en deux. Bien sûr. Mais du coup, toutes les bières, une grande majorité des bières, type par exemple Neipa qu'on va retrouver maintenant dans le commerce, au final, ont eu un double dry hop. Ça dépend du process et du brasseur, de la quantité vraiment de houblon, mais par exemple, tu prends chez nous, tout est double dry hop, sauf des bières comme Pick Me Up, Carte Blanche, mais même les Neipa comme Heroica sont des double dry hop. Il y a même dernièrement, on a dû faire un triple dry hop, et c'est pas parce qu'on a voulu le faire, hein, c'est parce qu'on a pas eu le choix. On a fait la El Maestro, donc c'était la single up Mosaic, et cette bière-là, en fait, on l'a fait dans le tank de 75 hectolitres, et on s'est retrouvé à devoir balancer 150 kilos de pelé, hein. Et en fait, au-dessus de 50 kilos, ça commence à être tendu en un coup, parce qu'en plus, bon, c'est lié à notre process, mais on laisse un peu de CO2 résiduel, donc il y a un peu de moussage, un peu comme quand on voit les gushs de folie là, des tanks. Mais nous, normalement, on n'est pas trop couillons, même si on est à l'abri de rien, et on s'est pas fait baiser.
Par contre, faut pas en mettre trop non plus, parce que sinon, bah, tu te rapproches du stade où tu te fais baiser. Donc, on a dû le mettre en 3 fois les 150 kilos. Donc, on pourrait dire qu'on a fait un triple dry up, mais au final, ça change rien, parce que c'est le même dosage au litre. Donc, non, c'est vraiment une question de process. Hein. Alors, attends, je vais passer sur une nouvelle question. J'adresse à vous deux. C'est un peu la question à 3 milliards. On reprend un peu la question d'entrée de l'épisode, mais précisée. Je vous ai demandé au tout début qu'est-ce que c'était une IPA pour vous. Je vais vous demander qu'est-ce que c'est une IPA pour vous, mais en 2021. Une IPA de 2021. Bah, vas-y, Max. J'ai pas que tu ne pourras pas copier, ouais. Non, bah, une IPA, enfin, pour moi, j'ai pas l'impression. On peut dire que ça a pas changé, on peut toujours se souvenir un peu d'où ça vient, mais en même temps, il y a eu tellement d'évolution du style, du coup, qui est devenu une famille de styles, qu'une IPA, en fait, en 2021, ça veut plus rien dire. Faut toujours nuancer, je pense. Faut mettre des sous-genres, en fait. Mais si je pose la question, c'est aussi parce qu'on voit encore énormément de bières qui sont juste indiquées IPA sur leur bouteille ou leur canette. Ouais, mais ça faut oublier parce que, comme on l'a dit, malheureusement, c'est des gens qui servent un petit peu de la com, bah, comme les grands groupes, hein, Goodall qui fait une IPA. Ouais, alors, bien sûr, mais à côté de ça, tu le vois aussi chez les brasseries plutôt orientées bière geek. Ouais. On n'est peut-être pas au niveau, peut-être une brasserie qui est plus forcément trop d'actualité, mais tu vois, là, j'avais ma double West Coast de chez Brewski. J'ai une autre Brewski au frigo où il y a juste marqué IPA dessus. Et pourtant, Brewski, ils font des trucs quand même cool. Incapable de savoir ce qu'il y a dedans si je la goûte pas. Quoi. Après, je suis pas tout à fait d'accord avec le ressenti de Max. Je trouve que vraiment l'IPA n'a plus rien à voir et dans l'attente et dans le process et dans la recette générale. Pour moi, maintenant, les IPA, bon, t'as toujours des trucs un peu plus simples comme des Belgian IPA. Tu vas prendre une XX Bitter qui bougera jamais. Mais l'IPA moderne, ça reste quand même un truc bombe de fruits super sexy. Alors des fois avec plus une tendance maltée pour équilibrer, mais t'as quand même une belle soupe de houblon fruité avec pour t'en mettre plein la gueule, quoi. Mais ça, c'est en ça que ça veut plus rien dire aussi IPA tout seul. C'est que t'as quand même les styles qui étaient là il y a des années. Ah, ils sont toujours là. Ils sont toujours là et il y a toujours des gens qui les boivent. C'est plus les plus sexy comme tu dis, mais plus forcément les plus connus en plus. Il y a des gens qui les boivent, mais ils sont rattrapés par d'autres styles. Quoi. Ouais, oui, c'est ça, c'est qui, ouais. Ils ont plus envie de ça, les gens, en fait. Bah, beaucoup de gens. Alors, t'entends toujours un ou deux irréductibles qui te disent ouais, c'est de la merde, les IPA modernes, moi je veux une bonne vieille old school IPA. C'est ça, ou même des beer geeks qui en ont marre de trop de triple, dry up, quadruple, tout ça, qui reviennent à la simplicité avec un... Moi je comprends totalement. Par contre, tu vois, autant au niveau IPA, j'ai envie de boire des choses modernes, assez bien gaulées et sexy. Par contre, avec grand plaisir, je reviens sur des bières plus simples, comme des petites saisons bien sèches, pas trop houblonnées, de la bonne lager, pourquoi pas, n'importe quoi. Par contre, si on parle d'IPA, j'ai plus envie qu'on me serve une merde caramélisée, quoi. Ouais, pour toi, l'IPA, elle a tellement évolué que maintenant, le style IPA a complètement changé de définition et que il faut oublier le passé. Ouais, exactement. Après, c'est mon goût perso, hein. Ça vaut pas. Mais ce qui est très bien, c'est que ça me permet de faire une transition sur la question que j'avais prévue après. C'est est-ce qu'une IPA doit encore être amère à notre époque ? Ah oui, elle peut l'être. Hein. Oui, mais est-ce qu'elle doit l'être ? Non, c'est pas une obligation. Ça fait pas partie du style pour moi l'amertume, parce qu'en plus l'amertume ressentie, déjà, elle est propre à chacun. Elle est propre à plein de choses, parce qu'on va dire ouais, mais il y a pas d'amertume. Tu vas dire bah ouais, mais j'ai 120 IBU, mon gars. Ah ouais, mais t'as tellement de sucre résiduel que tu sens plus l'amertume. L'amertume en soi, non. Maintenant, il faut du houblon. Tu le mets comme tu veux. Si tu veux un rendu amer, ok. Tu peux avoir du amer et fruité, ça c'est cool. Des fois, on a sorti des petites pales. Là, on a sorti la Drink with the Flow After Ride Series micro IPA 2,5 degrés. Et elle a du bon fruité. Elle a une bonne petite amertume qui sèche, qui la rend assez sèche et puis qui coupe la soif, quoi. Je suis assez d'accord avec Pierrot sur le fait que l'amertume, c'est pas une fin en soi. C'est tant qu'il y a du houblon, c'est ça qui définit. L'amertume n'est plus un critère intrinsèque à l'IPA, en fait. C'est ça, c'est ça qui. C'est le houblon qui définit l'IPA. En fait, il l'a jamais été parce qu'il était en fait un peu subi à l'époque. Hein. C'est vrai. En fait, il était subi dans le sens où ils en mettaient beaucoup, ils mettaient beaucoup à l'ébullition de manière précoce.
Et puis c'était induit par le process. Maintenant, je pense pas que dans les colonies en Inde, les gars voulaient absolument des bières amères, quoi. Non, bien sûr. Je m'en doute, ouais. Ils n'avaient pas le même goût que les gens du 21e siècle, hein, où on est formaté par l'industrie agroalimentaire du sursucré, très facile, pas d'amertume et tout. D'ailleurs, tu penses que le fait que maintenant il y ait de plus en plus d'intérêt pour l'amertume, que ce soit par l'IPA ou par d'autres aliments, c'est un peu comme en 80 aux États-Unis avec la renaissance du brassage amateur et des brasseries artisanales. C'est un peu un moyen de foutre tout à l'envers et de dire j'en ai ras-le-bol de l'industrie, donnez-moi des goûts que je connais pas. Un petit peu, l'amertume historiquement c'est comment dire, c'est un avertisseur. Ouais, c'est quelque chose chez l'humain qui dit attention, danger, quoi. Attention, danger, poison. Souvent c'était les baies amères étaient des poisons. Donc apparemment, c'est ce que j'ai lu, hein, l'homme est amené à rejeter l'amertume au départ. J'ai lu tous les nourrissons le rejettent et en fait après c'est une éducation du goût. Alors il y a des gens chez qui ça passe jamais, mais il y en a d'autres qui domptent ce côté amer et qui apprennent à en prendre énormément de plaisir. C'est bizarre ce que je dis, hein, c'est un petit peu comme des pratiques sexuelles des fois, j'en sais rien. mais après, une fois que tu sais l'apprécier, c'est le top, quoi. C'est ça. Mais j'avais vu récemment, en plus, dans une vidéo, je sais pas si vous connaissez David Castello-Lopez, qui a fait Depuis quand ça existe, qui avait fait une vidéo sur les IPA. Sosie de notre ami Mike Maforcé. Hein. C'est vrai. Oh putain, j'ai jamais fait le rapprochement. Et lui, il avait fait, dans cette vidéo-là sur les IPA, il avait mis le doigt sur quelque chose d'assez pertinent. C'est justement les choses amères en général, pas que dans les IPA, étaient assez à la mode en ce moment, notamment avec le chocolat noir, la roquette, plein de trucs comme ça, et les IPA. Et en fait, ça donne l'impression que c'est quelque chose d'un peu plus difficile à aimer, c'est peut-être meilleur pour la santé. Par exemple, du coup, l'amertume, ce serait meilleur que le sucre, qui est plus facile, qui est plus accessible, qu'on aime tous, mais qui est pas bon pour la santé. Il y a un peu ce paradoxe-là. Ouais, je comprends. Dans le conscient collectif. Voilà. Bon, maintenant, on va se nourrir pour être svelte et fit d'IPA et d'endive. Exactement. Comme on disait que l'IPA ne doit plus forcément être amer et que le style a complètement évolué avec le temps, question suivante, c'est qu'est-ce qu'on fout du BJCP ? On le brûle ? Ouais, moi les codes, ça m'a toujours cassé les couilles, alors bon. Certes, c'est intéressant de pouvoir quand même un petit peu normer les choses, mais faut pas non plus être un psychopathe et se mettre des barrières, quoi. Moi, je pense que les gens ont leur interprétation, c'est un peu comme dans tout art. Tu vois, dans la peinture, dans la littérature, dans le machin, chacun a son interprétation de style ou de machin et puis ils font ce qu'ils veulent. Alors après, si on trompe les gens en disant ça c'est une IPA alors que c'est une sour, ça va être un peu bizarre, quoi. Mais je pense pas qu'il va se prendre trop la tête avec le BJCP, en tout cas à mon sens. De dégustateur et de brasseur, je m'en cogne un peu, quoi. Ouais. Après, je trouve que le BJCP en fait a toujours eu un intérêt dans un cadre de jury, de dégustation, de concours, parce qu'il faut pouvoir mettre des codes sur des styles pour pouvoir les juger. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose dont on doit prendre compte et prendre en considération quand on est brasseur et qu'on veut, alors peut-être un peu capitaliste ce que je veux dire, mais on veut vendre son produit, et pour vendre son produit on veut faire plaisir au client final, et le client final c'est pas le jury qui va mettre une note dans un concours. C'est clair, ça peut aider, mais ça fait pas tout. Et c'est marrant que tu dises ça parce que moi j'aime pas les concours, donc c'est peut-être pour ça que j'aime pas le BJCP, quoi. Vous avez jamais présenté de bière en concours avec Piggy ? Pas de mémoire, même en amateur, pas moi. Peut-être Romain un délire un coup au salon de Saint-Nicolas-de-Port en amateur, mais moi j'ai jamais aimé ça à tout niveau, même dans la vie perso, ça me fait chier parce que dès que t'es gosse, on t'apprend à te comparer aux autres, déjà à l'école, voilà. Donc bon, je m'en fous, moi je brasse pour moi, pas pour les autres, hein. Puis comme je suis sympa, j'en laisse un peu pour les autres. Alors, j'avais une réflexion là il y a pas longtemps, alors je sais plus avec qui j'en parlais, mais que
les concours de bière comme ça, on avait toujours, en tant que beer geek, un regard un peu dédaigneux dessus parce que il y a que des brasseries dont on n'a jamais entendu parler, des trucs locaux qui vont récupérer des médailles parce qu'ils ont payé pour s'inscrire au concours. Et on se dit, mais ces concours, au final, ils ont un intérêt qui est extrêmement restreint du point de vue de l'amateur de bière, de l'amateur pointu, on va dire. Est-ce que c'est pas aussi justement parce que toutes les brasseries qui sont appréciées de ces personnes-là ne s'inscrivent pas? Est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait une sorte de déclic en se disant il faut que Piggy, Opiro, Popin, O'Clock et compagnie proposent leur bière à un concours et qu'on voit si ça fout un coup de pied dans la fourmilière ou pas? Non, parce qu'on s'en fout. En fait, il y a deux choses qui vont faire que tu participes à un concours. C'est si vraiment t'as le mental pour ça, si t'aimes bien te confronter aux autres, et que tu sois bon ou pas bon, mais t'aimes bien le challenge, la compétition. Et si malheureusement t'es une brasserie, on va dire assez standard, et que t'as besoin de la médaille pour vendre ta bière. Mais c'est pour ça que je dis toutes les brasseries qui font des concours et qui ont une médaille sont pas dans ce cas-là. Il y a aussi des gens qui ont un vrai goût du challenge et qui veulent se comparer. Alors malheureusement, toutes les brasseries sont pas représentées. Il faudrait qu'il y ait un espèce d'arbitre qui sélectionne des bières sans l'accord des brasseries, qui piochent un peu partout pour confronter des bières. Pourquoi pas voir, mais je te dis, il y a très peu d'intérêt parce que qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'on dise ta bière elle est meilleure qu'un tel ou un tel est meilleur que toi. Bien sûr, oui. Final, oui, c'est un peu de la branlette en fait. C'est suggestif surtout. Vaut mieux qu'on se mette tous assis autour d'une table et qu'on boive des bières en comptant des conneries et on avancera plus. Quoi. Mais là où c'est très intéressant, c'est qu'en fait, ça, je veux ça. La table ronde de la bière. Ah oui. Mais là où tu réponds à un dilemme que j'ai dans ma tête depuis longtemps et sur lequel je bosse pour un épisode en mode comment on doit juger une bière. En fait, je pense qu'avec ce que tu viens de dire, je réalise un peu que le BJCP, c'est bien mignon 2 secondes, mais au final, en tant que brasseur, ce qui t'importe, c'est l'avis du consommateur et donc la note Untapped qui va être liée au goût de chacun et non pas est-ce que ma bière respecte des critères de style qui ont été écrits par on ne sait qui et qui sont ultra techniques et arbitraires. Tout à fait, parce qu'en fait, tu peux avoir la meilleure bière du monde. Imaginons que tu la mettes pas dans la bonne catégorie ou qu'elle n'appartienne à aucune catégorie, elle va pas avoir la note qu'elle mérite alors que c'est la meilleure bière du monde. Alors quand j'ai meilleure bière du monde, c'est meilleure bière du monde pour le dégustateur. Ouais, bien sûr. Bon, après il y a quand même des tendances. Quand tu goûtes des vrais bijoux, que ce soit en bière ou en autre chose, quand il y a des gens un petit peu pointus, ils se rendent compte de la qualité intrinsèque du produit, quoi. On connaît bien le problème de tous les brasseurs qui font de la fermentation spontanée ou mixte, mais qui ne sont pas des lambics et qui sont coincés quelque part dans la catégorie Sour de Untapped. La fameuse. Le fourre-tout. La fameuse catégorie Sour. Ouais. Bon, du coup, en fait, au final, avec tout ce qu'on a échangé, c'est que l'IPA, elle a beaucoup évolué depuis sa création. Elle a suivi de nombreuses transformations au point de devenir un style qui a complètement changé et surtout une famille de styles. Et ce qui ressort aussi de tout ça, c'est que maintenant, tu l'évoquais tout à l'heure, Pierrot, c'est que l'IPA, c'est un style qui est devenu connu du grand public. Ouais. Quand tu vas dans un bistrot, un bar qui n'est pas un bar à bière ou craft, ou même un bar à bière, on va dire plus de bière spéciale, quand tu vas dans un bar plutôt traditionnel, même un bar en contrabrasseur, tu vas avoir ta blonde, ton ambrée, ta blanche et une IPA. Ouais, maintenant tout le monde connaît l'IPA et même des gens qui savent même pas ce que c'est ont entendu parler et te posent la question, mais alors, c'est quoi une IPA? Parce qu'on entend parler de ça partout et tout machin, alors que c'est un gars qui coûte même pas de bière, quoi, il connaît rien, mais il a entendu ça à la pub, il a vu un truc machin. Et c'est marrant ce que tu te dis là, de rentrer dans un bar, d'avoir une blanche machin, une IPA, c'est que nous on a certains bars en local où on a essayé de démarcher parce que c'était des beaux emplacements. Et ces mecs nous disaient non mais écoutez, moi je suis pas là pour vendre un produit, je suis là pour proposer ce qu'on me demande. Alors quelqu'un rentre et il veut une Hoegaarden, alors moi je sers une Hoegaarden. Il veut une lèvre, je sers une lèvre. Et dernièrement les clients sont rentrés dans les bars en demandant des IPA, quoi. Et les gars ils ont dit non mais attendez, c'est quoi ce délire, des IPA? Ouais. Et alors du coup ils commencent à s'y mettre. Mais en effet, un très large public commence à connaître et commence à aimer. Et je pense que c'est la version moderne de l'IPA qui fait l'apprécier. Et j'en ai la certitude parce que tous les gens, j'ai même des gens à qui j'ai fait goûter des bières et qui me disaient non mais IPA c'est de la merde, moi je peux pas boire ça, quoi. Et ils goûtent la bière
Et là, ils prennent des claques dans la gueule en disant non mais c'est pas ça une IPA. Ah bah si, ça c'est vraiment une IPA, mais une IPA est différente de ce que tu as bu avant. C'est la dernière version que tu peux connaître de l'IPA, quoi. C'est 3.0, quoi. C'est ça. C'est la dernière mise à Et jour. vraiment, c'est le style moderne qui a permis vraiment la démocratisation de l'IPA. Et quand je dis style moderne, tu vois, rien qu'une vedette IPA qui est un grand classique belge, et bah c'est dans la veine moderne. C'est doux, c'est fruité. C'est pas des bombes, mais c'est ultra accessible. Au même titre qu'une double NEIPA Piggy va être ultra accessible. Elle va être un peu plus riche, complexe et beaucoup plus chère. Mais c'est la même idée. Une bière facile, fruitée, sexy. Et du coup, l'IPA qui a été connue du grand public, comme tu dis, c'est l'IPA moderne. Alors que clairement, quand on reprend un peu la problématique de tout à l'heure, c'est que si tu as une IPA, enfin une bière sur laquelle il y a marqué IPA uniquement sur la canette, la personne qui n'est pas très avertie va peut-être tomber sur, je sais pas, sur une English IPA ou un truc beaucoup plus amer ou complètement différent sur le profil et être perdu, déçu face à ce style. Il y a deux possibilités. Soit le gars, comme tu dis, il va être perdu, déçu, il va se faire niquer et il va se faire niquer une fois. Ou alors, malheureusement pour lui, il a pas de palais, il en a rien à branler. Ou peut-être même, il aime bien les bières comme ça. Et puis là, il s'en rend même pas compte, quoi. Ça, il boit ça juste parce que c'est différent du quatuor brune ambrée. Puis peut-être qu'il trouve ça meilleur que sa bière standard, quoi. Alors, est-ce que c'est le fait que l'IPA soit devenu un style tellement démocratisé chez les beer geeks qui a fait qu'elle est arrivée au niveau du grand public? Le beer geek a vraiment une influence à ce niveau-là? Pas que, c'est aussi parce que les indus s'y sont intéressés quand ils ont vu l'engouement qu'il pouvait y avoir. Les indus, ils essaient de racheter des microbrasseries, c'est pas pour rien. Et donc ils s'intéressent à tout ce qui se fait. Et tous les Goodall IPA, les Jeanlin IPA, les machins, c'est beaucoup ça qui a démocratisé. En tout cas pour une certaine catégorie des consommateurs, c'est ça qui leur a ouvert les yeux et qui a pu les tourner vers l'IPA. Alors il y a ceux qui se contentent de la Jeanlin IPA, et puis il y a ceux qui veulent aller voir un peu plus loin. Bien sûr. Et puis aussi tous les micro-brasseries comme nous ou d'autres qui percent dans les bars et qui prennent des becs aux indus, ou alors qui séduisent des gens qui ouvrent des bars craft. Et la multiplication des bars craft, comme on en voit partout dans les grandes villes maintenant, a formé le grand public. Et aussi les caves énormément, enfin un gros travail en France. Les brasseurs parce qu'ils ont fourni la matière première, mais ceux qui ont fait le gros boulot, c'est les bars spécialisés et les caves spécialisées. Est-ce que tu penses que le fait que l'IPA soit démocratisé comme ça auprès du grand public fait que certaines brasseries se sentent obligées d'en faire? Et je pense pas, on parle des industriels, mais je pense même à d'autres échelles, quoi, des brasseries artisanales, notamment des petites brasseries locales, tu vois, les brasseries qui brassent dans leur coin quelques dizaines, centaines d'hectos et font une blanche, une blonde, une ambrée pour les bistrots du coin. Est-ce que eux aussi se sentent presque obligés de dire il me faut une IPA dans ma gamme maintenant? Ouais, c'est ça, ils savent qu'il y a une grosse demande. Et puis c'est aussi parce que c'est un style qui séduit beaucoup et que les gens veulent expérimenter, ils veulent apprendre à le faire. Ils veulent apprendre comment on fait une IPA, alors le résultat est pas toujours à la hauteur, mais déjà ils ont envie de ça, et puis en plus ils ont la clientèle qui demande. Donc ça, faut sauver le compte en banque, quoi. Quand tu sauver commences, le compte en banque, et puis simplement parce que les gars veulent ça, et bon, c'est pour répondre à une demande. Alors, en parallèle de ça, moi j'ai l'impression que, en tout cas, si on regarde vraiment sur un public plus geek et averti, les IPA alors je vais pas dire traditionnels, mais les IPA modernes qui ne sont pas des doubles, triples IPA ou double NEIPA commencent déjà même à perdre un peu en popularité, justement face à ces bières plus juteuses, plus chargées en alcool, que sont les double NEIPA, les triple NEIPA et ainsi de suite. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi, toi? Bah ouais, un petit peu. Après, c'est sûr que c'est une histoire de goût, comme je disais. Et moi-même, j'aime bien les bières très simples. Moi, les bières que je préfère de chez nous, souvent, c'est des saisons. J'adore les saisons. Donc là, on est vraiment pas sur une bière exubérante. On est quelque chose de plus équilibré, quelque chose d'assez sec. Des fois, c'est houblonné, pas forcément des bons houblonnés. Mais à côté de ça, même si j'aime bien les bières simples, quand je bois une IPA, moi, j'ai envie d'un truc moderne, quoi. Un truc bien sexy qui claque en fruit de la passion, mais qui est équilibré, qui a de la texture, qui a de la longueur. Moi perso, j'ai vraiment du mal avec les old school à l'IPA, quoi.
Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi chez les geeks un côté un peu la course au toujours plus de curiosité, de dépasser les limites du brassage, de l'expérimentation, etc. aussi. Bah, c'est en essayant de se surpasser qu'on crée des choses nouvelles, qu'on fait avancer les choses. Faut pas non plus tout faire dans l'extrême, mais c'est ça qui fait avancer le bateau un peu. Hein. Alors attends, je vais revenir avec une de mes théories un peu foireuses, et peut-être pas foireuses, et tu vas me dire ce que t'en penses. C'est que on avait évoqué tout à l'heure que le public beer geek et on va dire amateur de craft est quand même relativement jeune. Et est-ce que tu penses que le fait que justement toutes ces bières type double, triple Naipa soient à la mode parce qu'elles sont plus faciles d'accès en termes d'aromatiques, et notamment, moi je pensais au fait qu'elles aient, mine de rien, par rapport à leur volume d'alcool, pas mal de sucre résiduel en général. Non, C'est un tout peu à la fait. transition facile, tu sais, du enfin, je dis nous à notre époque. Moi, je sais que quand je suis tombé dans la bière, avant d'arriver dans la craft, je suis passé par la belge, qui est quand même bien chargée en sucre. Est-ce que c'est pas, est-ce que Neipa is the new belge, quoi? Bah, moi, je suis absolument d'accord avec ça. C'est une très grosse porte d'accès, très avec euh, avec des styles techniques, mais qui sont très sexy, très faciles. Comme à l'époque, on s'envoyait des triples carmélites et que Oui. c'était le Saint Graal et des trucs super faciles à boire, quoi. Mm. Je pense que tout à fait, il y a de ça. Alors après, c'est dans les consommateurs. On parle d'une population assez jeune, mais il y a quand même une tranche d'âge aussi assez moyenne, on va dire dans les 30-40 ans, Ouais, je suis qui, dedans, ça va. qui est très ouverte à ça, quoi. C'est pas que des petits genoux hein, qui boivent du sirop et du jus de fruits. Hein. Non, je suis d'accord. Après, c'est peut-être un ressenti Ouais. qui est biaisé, mais j'ai l'impression que l'explosion de la craft sur les peut-être 3-4 dernières années s'est fait pas mal avec une population peut-être de 20-25 ans, Bah, plus qu'avant. ouais. Et puis quand tu regardes, on parle des IPA, mais il y a aussi tous les styles modernes de pastry, machin, Bah mes oui. couilles là. Alors ça, par contre, moi, je suis beaucoup moins fan. Tu vois, les pastries sour, les Russes là, qui mettent des espèces de Les purées de smoothies. fruits en canettes et qui les secouent. Alors tous les gars qui secouent les canettes avant de les ouvrir, j'ai envie de les taper quoi. Euh, c'est- mais bon, voilà, moi, je pense que dans le moderne, on fait beaucoup de trucs très faciles d'accès. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas comme les industriels, comme des connards, à se retourner vers le sucré et à abandonner les trucs un peu plus complexes comme l'acidité, l'amertume, tout ça, quoi. Mm. Tu veux dire que la prochaine grande trend de chez Piggy, ça va être la triple belge? Je sais pas. Mais la vie, c'est cyclique, alors peut-être que les microbrasseries vont se réeffondrer et se faire bouffer par les indus. Peut-être qu'on aura merdé parce qu'en fait, on aurait fait des trucs de merde qui plaisent plus, quoi. Tiens, à titre de pure curiosité, tu peux ne pas répondre. Vous avez déjà été approché par des industriels pour être potentiellement Euh, racheté ou au moins avoir un investissement C'était indirect, mais il y a quelqu'un qui a demandé si on était intéressé. C'était indirect, alors on sait pas quelle brasserie c'était. Ouais, vous avez une offre Et sans c'était savoir de qui, quoi. un espèce d'agent, il y a même pas une Mm. offre d'argent. Hein. Ouais. Mais on a dit non. Hein. Non. Mm. Ça vaut pas le coup, on n'est pas assez gros là. Non, mais on est bien là où on est, on fait ce qui nous plaît. Et c'est sûr que tous des petits comme nous vont être approchés à un moment ou à un autre. Je connais pas du tout, mais des gens comme la débauche et compagnie, ils vont forcément intéresser du monde à un moment, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, bah Gallia à Paris a été racheté. Ouais. Après, tu as des Gallia. brasseries qui ont peut-être plus de facilité à être rachetées, on va dire, par leur business model ou je ne sais quoi, mais... Bah, vu comme on est parti là, d'ici 4-5 ans, il y a moyen qu'on fasse un peu bander quelques indus, ouais. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vas faire bander des indus d'un côté et être ouvert à bosser avec un indus de l'autre. Ah oui, non, Tout mais le monde alors qui lance non. une brasserie artisanale, j'espère en tout cas, Pour n'a moi, pas c'est pour objectif incohérent. final de dire je veux être la plus grosse brasserie artisanale, la plus populaire pour au Ah, final bah non. récupérer un gros chèque. La preuve, c'est que nous, là, actuellement, on a racheté deux nouveaux fermenteurs de 10 000 hectos. Non, je suis un connard. De 10 000 litres, de 100 hectos. Le gars. 10 000 hectos, ouais, Ouais, ça tranquillou, grossit quoi. Piggy. Hein. Prendre la Ouais, place. non, non, de 10 000 litres, de 100 hectos. Et on a atteint à peu près, on va dire, 5 500 hectos à l'année. Et là, on est au max. On est au max que le local peut accepter. On est au max que psychologiquement, on est prêt
à envoyer parce que après ça veut dire déménager, racheter une autre installation, grossir encore plus, avoir plus de salariés. À un moment, ça n'en finit plus. Tu vois, je parlais de gens comme Daniel Thirier au début là. Lui, c'est quelqu'un qui a dit à un moment basta. Je pourrais évoluer, je pourrais grossir, mais j'ai pas envie. Je suis bien, j'ai ma vie, j'ai ma rentabilité, entre guillemets un peu ma tranquillité, parce qu'une fois que le bateau va bien, on trouve son équilibre. Et puis j'arrête là. Et moi, Piggy, j'ai envie que ce soit un peu comme ça. J'ai pas envie que ça grossisse indéfiniment pour sans cesse relancer la machine et puis à 60 ans crever parce que t'as fait ça toute ta vie. Là, on est bien. Je pense qu'on va pas grossir plus, quoi. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que cet engouement autour de la craft au point de venir intéresser même les industriels, ça a créé peut-être un effet bénéfique aussi de faire connaître ce mouvement-là et peut-être de donner plus de liberté aux gens qui veulent se lancer dans ce milieu-là, et notamment d'avoir peut-être plus de facilité d'emprunt auprès d'une banque pour se lancer, pour grossir. Ah bah l'explosion de la microbrasserie, oui, ça a aidé beaucoup de projets qui n'étaient pas suivis par les banques au départ ou qui ne l'auraient pas été. Et maintenant, les banques sont plus rassurées. C'est un domaine qui est en pleine explosion. Et du coup, c'est ce qui permet à des gens comme nous d'avoir eu un emprunt conséquent pour démarrer. Ouais. Alors, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur les styles à la mode chez les beer geeks. Alors forcément, on est toujours sur la trend très très forte de l'IPA, la NEIPA, la double NEIPA et ainsi de suite. Tu parlais aussi de tout ce qui est pastry, des grosses bières, des Imperial Stout ultra chargées en adjonction, en vieillissement en barrique. On a aussi les fameux smoothies russes qui commencent à faire un peu parler d'eux. Est-ce que on commence à peut-être arriver sur le déclin de l'IPA ? Ouais, je pense pas le déclin, mais bon, faut se méfier, comme je le disais, à pas se mettre à faire n'importe quoi non plus. Alors nous-mêmes, on a fait des trucs un peu couillons, zinzin, mais c'est occasionnel. Moi, des fois, je dis ouais, mais attendez, j'aimerais bien brasser une bière normale, quoi. J'aimerais bien brasser un petit porteur sans addition, sans rien, quoi. Un truc pour regoûter une bière un peu normale, quoi. C'est pour ça que de temps en temps, on voit des petites piggy qui sortent, Alors qui sont un peu en décalage avec ce qui... Et c'est dingue parce que du coup, souvent, elles sont boudées. Genre, nous, on a une bière que j'ai adorée. Alors, j'ai surtout adoré le premier brassin qu'on a fait il y a au moins 3 ans chez Hoppy Road. C'était la Mr. Brown. Mr. Brown, c'est English Brown Ale. On avait utilisé un malt anglais de chez Crisp, qui était exceptionnel et qui est meilleur que celui qu'on utilise maintenant. Et on a eu une bière qui était absolument fantastique et qui était une bière pure parce que c'est un style simple. Mais c'était ma bière, c'était ma daily beer, quoi. Et je prenais autant de plaisir à boire ça les soirs en rentrant que de me boire une IPA. Et c'est ça qui est génial, c'est de réussir à avoir une bière simple, un style simple, mais à prendre un plaisir de ouf parce qu'elle est trop bien réalisée. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est elle qui m'a un peu donné cette impression-là. Enfin après, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais j'ai trouvé ça assez simple dans le goût et assez pur. C'est de chez vous, c'est la Speakeasy. Yes, Speakeasy, c'était assez cool. C'est une petite pale ale bien sympa. Et franchement, c'est ce qui se rapproche beaucoup de mon idée de la daily beer. C'est vraiment, je trouve ça simple, ça se boit bien, mais ça a quand même de l'intérêt. Ouais. Et c'est pas super fort. Enfin, tu bois ça après une journée de boulot, t'es bien, quoi. Ouais, c'est la petite go-to IPA que tu veux avoir pour quand t'as besoin de boire un truc sans vouloir te prendre la tête, si tu veux te rafraîchir, tu veux une bonne bière qui a du goût sans forcément chercher à repousser des limites. Ouais, ça, clairement. Et quand on avait fait le podcast sur les beer geeks, où on disait que le beer geek ne buvait jamais 2 fois la même bière, celle-là, je l'ai bu 5-6 fois. Cool. Ouais, il y en a comme ça, des fois, t'arrives à y revenir un peu, ouais. Et du coup, le beer geek, on parlait, pour rebondir sur cet épisode qu'on avait fait sur les beer geeks, le cycle du beer geek qui finit par revenir à la lager, c'est mythe ou réalité ? Je sais pas trop. Moi, je pense que il peut apprécier une bonne lager, mais ça dépend de l'occasion, ça dépend pourquoi. Maintenant, une lager, aussi bonne soit-elle, elle te conviendra pas tout le temps. Et quand tu veux goûter une très grande bière, c'est quand même pas souvent une lager que tu bois, quoi. Mais là, je parle vraiment de quand tu veux prendre des grosses claques dégustation.
Ouais, je suis assez d'accord et c'est un peu l'idée que je me suis fait depuis cet épisode qu'on a tourné il y a plus même presque 1 an et demi maintenant. Ouais, c'était au tout début du podcast en mars. C'était peut-être en mars. C'est avant le premier avril, confinement. Avant ou Donc pendant février, mars. Non, on l'a fait en présentiel, celui sur les Beer Geeks. Celui sur les Beer Geeks, Ah ouais, on était casé à la Binouze Paradis. Ah non, t'as raison. Non, je confonds avec celui sur les lagers. Tout à fait. Non, on l'avait fait. Désolé. On l'avait fait en distance. Donc c'était vers en avril et tout. Et c'est vrai que du coup, je me suis fait une autre idée du coup de ce cycle du Beer Geek. Et en fait, je trouve qu'il a pas tellement de sens parce que oui, c'est vraiment selon les occasions, selon les contextes de dégustation, selon avec qui t'es. Il y a beaucoup de paramètres qui font que tu vas apprécier la bière. Ouais, le Beer Geek peut-être expérimenté sera plus apte à apprécier des bières simples, mais c'est pas pour autant qu'il va y revenir de manière il sera meilleur absolue. Juge entre guillemets parce qu'il a une meilleure expérience et je pense que ce qu'on recherche les beer geeks, les amateurs de bière, c'est la qualité avant tout et que du coup une lager de qualité ça fera toujours plaisir, mais comme je disais qu'on n'aura pas à tous les moments. Si tu cherches une lager, tu vas prendre une lager de qualité. Si tu cherches un stout, tu vas prendre, tu vas pouvoir piocher dans les trucs de qualité quand tu en as envie. Tu reviens d'une séance de sport, tu as envie de boire une bonne petite lager désoiffante, mais qui soit aromatique, équilibrée, qui passe crème, qui te donne envie d'en boire une deuxième, quoi. Alors j'avais moi une dernière question, on sort un petit peu du cadre de l'IPA quand même, mais on a vu que l'IPA arrivait à devenir connu du grand public. Est-ce qu'on peut répéter l'histoire et peut-être que je sais pas, ce qui est arrivé après l'IPA chez les Beer Geeks, c'est un peu peut-être les bières acides, les sour. Est-ce que ça va finir par arriver chez les Beer Geeks, chez le grand public? Est-ce qu'on va voir la Goodale Sour bientôt? Il y a de fortes chances. Peut-être pas avec la même puissance, parce que la sour reste un peu plus typée, un peu plus, on va dire, un peu plus niche, difficile d'approche. Ouais. Mais par contre, ce qui peut vraiment s'y exploser, c'est tous les styles Wild Ale, tout se fait fermentation mixte et vieillissement en barrique. Alors ça, c'est encore un peu différent parce que en termes de coût de revient, des bières au prix de vente, mais je pense que est-ce du potentiel, quoi. Est-ce que sur ces bières-là, justement, le fait qu'il y ait une fermentation longue, qu'il y ait de la barrique, du vieillissement, va pas être plus juste, enfin le tarif va pas être plus justifié aux yeux du grand public que tu vois, de mettre 15 € dans une 75 centilitres de Wild Ale que de mettre 7 € dans une canette 44 de double IPA? Je sais pas s'ils s'en rendront compte, peut-être. Après, ça reste de la bière et pour beaucoup de grand public, ça va pas le faire. Alors j'exagère un petit peu. La bière, c'est 4 € le pack de 6. J'exagère un peu quand je dis que le grand public va s'ouvrir à la Wild Ale, mais bon, je pense que c'est quand même un style qui a un avenir assez intéressant. Et bon, on verra bien. Moi, j'ai envie que ça se démocratise plus, en tout cas, qu'en France, par exemple, on en fasse plein, quoi. Ça, oui, on a le patrimoine pour. Hein. Ouais, ça, en fait, entre les barriques d'alcool fort et de vin, on est capable de faire un style, un French style wild. C'est marrant que tu retombes sur ce qu'on disait dans un des épisodes qu'on a fait il y a pas si longtemps que ça. Il y a un des épisodes assez récents qui était justement sur le thème du patrimoine brassicole français et de est-ce que la France est un pays de bière. J'avais discuté de ça avec la brasserie Espebay qui travaille un petit peu là de saison, de barrique et de ce genre de choses. Et en fait, on en arrive à cette conclusion-là, c'est que si la France veut devenir un pays qui est reconnu pour ses bières à l'international, il faut jouer sur ce créneau-là. On a une culture et une richesse en alcool, que ce soit le vin ou en spiritueux, qui est assez large. On a clairement des ponts à relier avec la bière. Bien sûr. Et avec tout ce qui est, levure indigène, qui peut être contenue sur des fruits ou ailleurs, il y a moyen de travailler des choses, mais là, il faut qu'il y ait une vraie équipe qui s'y mette et qui développe ça, alors en partenariat avec des brasseries, avec des chercheurs, avec des machins. Mais il y a moyen d'isoler des souches, il y a moyen de sélectionner des types de barriques, de créer des recettes pour vraiment sortir un truc bien racé et qui envoie du bois, quoi. Et moi, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais préparé sur cet épisode sur les IPA. Je sais pas si, Maxime, toi, tu as des dernières interrogations sur les IPA en particulier, ou peut-être même sur Piggy, vu qu'on a Pierrot sous la main, c'est quand même une chance. Oui, en effet. Non, là, juste, tu avais parlé tout à l'heure en évoquant les styles de Cold IPA.
Et je vois pas ce que c'est. Je sais pas trop non plus. Je sais que ça commence à arriver. J'ai plusieurs mois, tu vois, en travaillant avec des brasseries, je sais que j'ai plusieurs brasseries qui m'en ont proposé. J'ai essayé de me renseigner un peu sur le style. Peut-être que Pierrot, lui, est plus au fait. Personnellement, j'ai jamais entendu parler. Ok, et ben de ce que j'ai cru comprendre, une cold IPA, ça serait une IPA très très légère sur la base maltais et qui va juste venir faire part au houblon. Mais pour moi, c'est un petit peu la définition de l'IPA relativement moderne. Donc, non, mais à je voir. sais pas trop. Okay, moi j'ai cru que c'était j'ai cru que ça faisait un peu écho au Icebox IPA, du coup. Ça n'a rien à voir. Non, mais on n'est pas sur une IPA Icebox à 18 degrés. Non. Dont qu'on n'a pas cité d'ailleurs. Ouais. Après, du coup, les gars, je vous avoue que va falloir que je tarde pas à vous abandonner. On arrive sur la fin, il n'y a pas de problème. Cool. Bah, du coup, vu que c'est la fin, je propose qu'on conclue sur juste un petit partage, je sais pas, de coups de cœur récents. Est-ce qu'il y a une bière qui vous a marqué dernièrement, un style, une brasserie, quelque chose qui s'est passé dans le milieu de la bière? Vas-y, Pierrot. Vas-y, Pierrot, ouais. Ah, ça fait chier parce que je suis plus à la page, moi. Et malheureusement, je goûte beaucoup trop de Piggy en ce moment et pas trop de trucs, et ça, c'est pas bon du tout parce que... Est-ce qu'il y a une Piggy, t'as plus marqué que les autres? Non, mais j'ai pas envie d'en parler d'ailleurs. Mais non, parce que pour la créativité, et puis c'est important de goûter d'autres choses. Mais qu'est-ce que j'ai goûté? Bon, ça remonte un petit peu, mais moi, du coup, j'avais pris beaucoup de grosses claques avec des American Wild Ale, des trucs de chez Side Project, des trucs comme ça. Il y a vraiment des bijoux. Donc voilà, c'est pour ça que j'attends que des gens fassent des bonnes wild en France. Je sais que Popin a commencé à faire la barrique à crever et j'espère qu'il va nous sortir du lourd, quoi. Il y a déjà des trucs qui te séduisent en France de ce qui est disponible actuellement? Ah, je goûte pas assez, j'ai pas trop goûté les ammonites, j'ai découvert quelques petites bières de la brasserie du Mont d'Or qui fait des trucs sympas, mais non, j'ai pas trop goûté de trucs. En vrai, je suis très content que tu aies parlé d'ammonite parce que ça aurait fait un épisode sans mentionner ammonite et ça aurait pas été j'avoue, on n'en avait pas encore parlé. Ça aurait pas été un vrai épisode du podcast. Je connais mal, c'est Simon, le brasseur. Ouais, c'est Simon, ouais. Je connais mal ces bières, j'en ai goûté une ou deux. Alors j'avoue que la première que j'ai goûtée, je sais pas si c'est parce que je suis un connard, mais j'ai dit ouais, c'est pas mal, mais bon, c'est juste une sour avec du fruit, quoi. J'en ai regoûté une ou deux dernièrement qui étaient bien. Après, je goûte pas assez. Un jour, il faudrait que je fasse une dégustation avec lui. Je lui dise, tu m'envoies tout ce que t'as de plus lourd, et puis je te dirai si c'est buvable ou pas, quoi. Ouais, et c'est vrai que c'est un petit peu notre fil rouge, Simon. Le premier épisode, on l'a enregistré avec lui, on en a fait 2 autres avec lui derrière, et je crois qu'il se passe pas un épisode sans qu'on le mentionne au final. Donc, Ah bah alors, je suis content de l'avoir. Voilà, t'as perpétué la tradition. Cool. C'est fou. Bon, à toi, Max, qu'est-ce qui t'a plu dernièrement? Qu'est-ce qui t'a marqué? Là très récemment il y avait la Saint-Bon-Chien 2012 là que j'ai posté récemment sur mon compte Insta qui franchement Saint-Bon-Chien ça reste un grand classique des fermentations mixtes et c'est incroyable quoi. Et très bon. Et un petit peu il y a un peu plus longtemps, enfin il y a peut-être un mois et demi de ça, j'ai goûté la Mirabelle Tilquin j'ai pas encore la mienne sous les mains, j'ai hâte de goûter ça aussi. C'est bon? Ouais, c'est très bon. Je n'ai pas goûté, enfin je peux pas. Est-ce que ça goûte bien la Mirabelle? Bah plutôt bien, ouais. Ouais, il y avait un petit côté tarte et tout qui était super bien, toujours avec la pâte Tilquin un peu avec une note un peu épicée, un peu terreuse que j'aime bien. Et non, franchement au top. Là, tu parles à quelqu'un qui est 50% lorrain et qui a un amour pour la Mirabelle assez prononcé. Et donc, du coup, c'est vrai que la Mirabelle dans la bière, j'ai jamais trouvé ça bien travaillé. Bah, tu m'en diras des nouvelles. Dernièrement, il y a Aaron qui a fait sa sour Mirabelle. Malheureusement, c'était bon, mais je croyais que le fruit était beaucoup trop discret. Donc j'espère que je me rattraperai sur celle-là. Après, j'ai pas la même attente que toi en Mirabelle, du coup. Je sais pas si tes standards correspondent aux miens. Je sais pas, il y a une Piggy à la Mirabelle, là, non? Bah ouais, justement. En fait, c'est marrant parce qu'on fait la Golden Ticket depuis 2 ans. C'est vrai. Oui. Mirabelle Safran. Et en fait, j'ai énormément aimé les premiers essais qu'on a fait chez Romain. La première version m'avait un peu moins plu, mais c'est quand même chouette. La deuxième version, on l'a fait pile il y a 1 an. Qui était mieux, et j'ai goûté ma dernière bouteille il y a 10 jours et vraiment j'ai trouvé ça excellent. Et là on va la refaire, donc si tu as l'occasion de goûter une Golden Ticket, je pense que j'ai goûté le premier batch et je l'ai goûté, je pense que je l'ai goûté en plus très jeune. Ouais. Et honnêtement j'avais trouvé ça sympa, mais je trouve que la Mirabelle était complètement écrasée par le safran.
Ouais. Et je pense que c'est parce qu'elle était peut-être trop jeune aussi. Le safran a peut-être tendance à s'effacer un peu plus avec le temps. Ouais, alors après, ça dépend de l'équilibre. Chacun ressent un truc différent. Mais là, la deuxième, là, si t'arrives à en trouver du deuxième batch, c'est top, quoi. Bon, bah, Et je si testerai t'aimes ça. pas, tu m'appelles, je la bois. Pas de problème. J'essaierai de mettre la main sur le deuxième badge du coup. Et du coup, pour conclure, mon petit coup de cœur récent, je vais faire écho au dernier épisode du podcast qui était sur Iron parce que David en a beaucoup parlé pendant l'épisode de la Berliner Weiss qu'il a sorti. La Berliner Weiss classique, sans adjonction de fruits, sans rien. J'ai pu la goûter et c'est vrai que c'est très très bien fait, c'est super bon et Ça fait plaisir. et c'est très plaisant de retrouver ce style classique sans adjonction et de goûter ce qu'est une Berliner Weiss, une bière de blé légèrement acidulée, très vive, fraîche, ultra peintable, qui désaltère de fou. C'était vraiment très très bien fait, j'ai beaucoup aimé. Et je comprends en fait la tristesse de David quand ce genre de bière n'a pas le succès escompté, parce que c'est pas ce que malheureusement cherche le public, mais c'était tellement bien fait que fallait que je rende hommage à cette bière. Bravo, en tout cas, bravo David, et continue comme ça, mon gars. Et ben voilà, je pense qu'on en a fini avec cet épisode. Merci encore Maxime de nous avoir accompagnés malgré un planning compliqué. Et merci beaucoup Pierrot d'avoir accepté l'invitation. C'était top de t'avoir sur un épisode sur les IPA, c'était très enrichissant. Ouais, très cool. De rien, merci à vous pour l'accueil. Pour conclure le podcast, on va mettre le générique de fin et je vais un peu changer les traditions. On va mettre notre message de rappel de nos amis des Troyens. Ouais. Je vous dis à bientôt, salut. Ciao. Ciao. Bienvenue sur Sirotons le Houblon, un podcast qui est vachement bien. Vous voulez aider ce podcast ? Lâchez un commentaire, mettez 5 étoiles et poussez-le vers la gloire. Merci, un gros bisou des Troyens.